Ce que je voulais vous dire, et ça c'est vraiment important, c'est que le prisme de cette matinée, c'est l'entreprise. Ce sont nos entreprises. C'est vraiment ça. Et ce que nous voulons savoir, c'est la place qu'on va réserver à l'entreprise à Bruxelles, la place aux entreprises européennes, la compétitivité des entreprises. Donc ça, c'est très important. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe, mais pas de n'importe quelle Europe. Et ça, c'est également quelque chose qui, pour nous, est fondamental. Donc, nous souhaiterions, et nous allons, et Jean-Baptiste Giraud, qui a la gentillesse de présenter et de poser toutes ces questions, insistera sur le fait que, à chaque fois, quelle est la place de l'entreprise et quelle est votre position. Je pense à un contribuable associé qui venait de me dire, là, tout à l'heure, moi, la question qui nous importe, est-ce qu'ils vont voter de nouveaux impôts en Europe, européens? Ça me paraît une question judicieuse. Alors, évidemment... ça dépend desquels, etc., on connaît, mais voilà, c'est une question fondamentale. Nous avons besoin, nous sommes dans un moment où l'unité européenne autour de nos entreprises est fondamentale. Quelle simplification, quelle unification, etc. Donc voilà le thème de cette matinée. On vous demandera de rester très pointu sur ce sujet et d'être extrêmement court, n'est-ce pas Jean-Baptiste, qui a tout chronométré? Oui, non, mais à 1 heure au total. J'ai perdu le micro. Si. On a 1 heure en tout et pour tout. Oui, en tout et donc pour effectivement, si l'un d'entre vous ou plusieurs partez dans un tunnel, ce sont des questions qui ne seront pas posées, sachant qu'à la fin, vous aurez aussi droit dans la salle de poser quelques questions Absolument. aux Après candidats. ça, vous avez quelques questions. J'avais une autre mission, Sophie, que tu m'as confiée, c'était de rappeler que sur vos tables, vous avez un petit questionnaire que je vais vous lire avec mes lunettes, en mettant de côté vos convictions politiques et en ne vous fiant qu'au débat qui vous a paru le plus convaincant. Vous avez la liste des candidats, vous mettez une petite croix, et il y a aussi le moins convaincant. Donc il y a le premier de la classe et le dernier de la classe, et puis les autres, ils ne sont pas classés. On attaque tout de suite par la première question, et donc évidemment, c'est une question économique. Comment préserver la compétitivité et une certaine unité économique en Europe? Madame Jabert, est-ce que vous accepteriez de répondre en premier à cette question? Puisque je vous ai présenté, je vous ai mis dans la lumière, donc je continue à le faire. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Alors, c'est une chef d'entreprise qui vient parler aux entreprises dans une liste qui rassemble des partis qui se sont positionnés en 2005 pour le non au traité constitutionnel européen. Donc ça a aussi du sens. Alors moi, je vais vous parler avec mes 2 casquettes, si vous me le permettez, pour être peut-être un peu plus percutante et intéressante pour vous. Aujourd'hui, les derniers sondages, par exemple, de la CCI, concernant les priorités des entreprises, les chefs d'entreprise nous disent que l'Europe, pour eux, c'est beaucoup de normes, c'est une concurrence déloyale, et c'est une perte de souveraineté puisqu'ils demandent une autonomie, une souveraineté alimentaire, une souveraineté au niveau sanitaire. Et donc ce sont les sujets qui sont en réalité les fils conducteurs de la campagne que nous souhaitons mener au sein de notre liste. Alors, pour pouvoir répondre favorablement aux attentes des entreprises, il faut parler de l'environnement que nous propose l'Union européenne actuellement. Depuis 2005, ça fait 20 ans, nous considérons que cette Union européenne est dans une fuite en avant à la fois sur la question du libéralisme, de la mondialisation et de la déconstruction des souverainismes des États et notamment de la capacité de nos peuples et de nos entreprises à décider de leur avenir. Donc cette fuite en avant, nous la dénonçons et nous, ce que nous proposons, c'est qu'on regarde de près à la fois la constitution de cette Europe et le modèle économique qu'elle a choisi depuis 20 ans. Nous proposons pas quasi une révolution, c'est de revoir ce fonctionnement, à la fois sur l'orientation politique qu'elle a pris au niveau économique, cette course vers plus de libéralisme, toujours plus d'accords de libre-échange, toujours plus de concurrence, qui n'est d'ailleurs jamais régulée par rapport à la concurrence sociale, environnementale et fiscale. Et donc là, on a évidemment des réponses à apporter. Donc nous proposons plutôt un autre modèle économique qui pourrait être
l'euro-keynésianisme à l'échelle européenne, une politique de relance pour essayer de donner des outils importants à notre communauté européenne, mais on y reviendra. Merci. Beaucoup. Merci infiniment. Alors en revanche, il faut garder mon micro ouvert parce que sinon je ne vais pas pouvoir interagir avec les invités. Je vous invite à me faire signe quand vous voulez prendre la position derrière. Et en attendant que vous me fassiez signe, eh bien, Madame Touy, je vous cède la parole. Je sais pas si... Les deux chantiers et évidemment, comme vous le savez, une entreprise, ça ne se met pas en pause. Donc effectivement, la difficulté de gérer à la fois une campagne et une entreprise. Je rappelle que vous représentez le parti animaliste. Je représente le parti animaliste, tout à fait. Le parti animaliste, donc, en quelques mots, qui a été créé parce qu'on est parti du constat qu'il y avait, et c'est également mon constat en tant que chef d'entreprise et en tant que simple citoyenne, un décalage abyssal entre les attentes des citoyens, les attentes des chefs d'entreprise et la réponse politique. Ce qui amène à ce que des décisions, des normes soient édictées, qui soient en total décalage avec ces attentes du terrain, et ce qui amène des obstacles, effectivement, pour les entreprises, évidemment, et un gaspillage de ressources en temps, en énergie et en argent. Et donc, face à ce décalage, effectivement, nous avons des valeurs qui vont guider notre positionnement sur des mesures. Je cite juste quelques valeurs rapidement pour expliquer notre positionnement, pour répondre à votre question. Les valeurs de justice pour prendre en compte les intérêts de tous les individus humains et animaux, les valeurs de liberté et de responsabilité, ce qui veut dire que l'on doit être comptable, institution, organisation, citoyen de nos actes et préparer l'avenir et prendre en compte le présent. Sur les questions de compétitivité des entreprises, il nous semble très important, au prisme de nos valeurs, de respect des individus humains, animaux, de l'environnement, des critères sociaux, de pouvoir mettre en place un critère d'extraterritorialité envers la concurrence des pays tiers, avec des critères protection animale, critères sociaux, critères environnementaux, avec, en inversant, ça c'est important, la charge de la preuve du respect de ces critères. C'est pas aux pays européens de prouver que les pays tiers respectent ou ne respectent pas ces critères, c'est à ces pays qui veulent venir sur nos marchés européens de prouver le respect de ces clauses. Premier critère. Deuxième mesure très rapidement, la question de la concurrence au sein même de l'Union. Je rencontre souvent notamment des agriculteurs qui pointent cette difficulté entre différences salariales et normatives. Un exemple, au lieu de prendre des directives européennes, il faut prendre des règlements, ce qui laisse le moins de latitude dans la transposition. Les règles sont les mêmes pour tous, partout dans l'UE. Et dernier point, je conclus là-dessus, sur la question de la commande publique, qui est un levier fondamental pour les entreprises, 10% du PIB. Dans la commande publique, on peut également mettre des critères protection animale, environnement et sociaux, qu'on peut pondérer de façon très importante. Et donc, il faut aller là-dessus. Et c'est une marge de développement des entreprises très importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aurore Laluc, si vous voulez bien. Oui, Sophie. Il faut garder les micros ouverts des animateurs, si vous voulez bien. Ah oui, pardon. Je voulais juste préciser quelque chose parce que c'est important. Le mouvement éthique est un mouvement démocratique, républicain, qui se bat pour les entreprises et qui décide dans cette période difficile d'expliquer ses positions et ses besoins à tous les partis politiques. Nous n'avons jamais exclu un parti politique, nous avons reçu tous les partis depuis le début et nous continuerons. Je crois que c'est une réponse à la une d'un quotidien ce matin qui se posait la question si certains candidats pouvaient être invités et pas les autres. Merci Sophie pour cette précision. Donc, Aurore Laluc. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup. Moi, j'ai perdu mes yeux, j'ai oublié mes lunettes dans une usine, figurez-vous. Donc, je vais essayer de vous voir un petit peu, mais perturber mon regard. Je ne sais pas si c'est la bonne correction. J'ai commencé par 2 chiffres. Le premier, c'est 370 milliards. C'est le montant de l'IRA américain. Le second, c'est 60%. 60% aujourd'hui de la chaîne de valeur concernant les technologies vertes sont détenues par la Chine. Donc, on se retrouve dans une situation très compliquée d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. On a d'un côté un pays qui fait beaucoup de subventions, des crédits d'impôt, une bonne dose de protectionnisme. De l'autre côté, un pays qui a une politique commerciale particulièrement agressive. Et je ne parle même pas de la question
de l'utilisation des esclaves, par exemple. Face à ça, on ne va pas pouvoir répondre, comme dans les années 90 et comme dans les années 2000, par une espèce de doux commerce. On l'a vu, le réveil a été relativement brutal avec le Covid et avec l'invasion en Ukraine. Il va nous falloir, en fait, faire quelque chose qui était considéré comme un mot vulgaire avant, mais heureusement, on a brisé un tabou ces 5 dernières années au niveau européen. On peut à nouveau parler de politique industrielle. Et c'est très bien d'en parler. Maintenant, il va falloir la faire. Réindustrialisation même. Réindustrialiser le continent, c'est essentiel. On passe d'abord par quoi? Quand on fait de la politique industrielle, on définit les priorités. Les priorités, c'est la santé. Refaire des médicaments, des molécules sur ce continent qui sont maintenant produites en Chine. On garde les pompes à chaleur, on garde l'éolien, on essaye de refaire du photovoltaïque, on essaye aussi de faire en sorte d'avoir tout ce qui va être verdissement du secteur automobile. Et ça passe par quoi? Par un Buy European Act, par un acheter européen, par de la commande publique. On réutilise les outils traditionnels de la politique industrielle pour pouvoir faire en sorte de donner des horizons aux entrepreneurs. Sur la question de la compliance, 90% de la compliance porte sur les PME. Il va falloir là faire un effort. Électrification du continent, essentielle pour être ni sous le joug de Poutine, ni sous le joug de Donald Trump, pardon. On garde le nucléaire, même si je suis profondément anti-nucléaire, on le garde, on fait du renouvelable, on fait du réseau électrique, et je le dis clairement, la compétitivité des entreprises sur ce continent passe par le fait que l'Europe s'affirme d'un point de vue politique dans un moment géopolitique particulièrement complexe, et le réveil de l'Europe passe par le réveil de l'industrie. Merci infiniment. Je rappelle que vous représentez aujourd'hui chez nous Raphaël Glucksmann pour la liste Place Publique. Parti socialiste, Marion Maréchal, vous avez compris que j'ai donné la parole prioritairement aux femmes, mais avec une présidente à éthique, eh bien c'était logique de donner la première place aux femmes pour une fois dans cette société. Et pas la dernière, Marion Maréchal. Vous avez de la chance que je sois une femme de droite, sinon j'y aurais vu un acte sexiste de votre part. Je l'aurais condamné. J'assume. Bonjour. J'assume totalement. Bonjour à tous et merci pour votre galanterie et merci à tous pour votre accueil. Alors, très rapidement, bon, je ne vais pas vous dresser un panorama de la situation. Je pense que tout le monde aura constaté le décrochage aujourd'hui subi par la zone euro. On a un indicateur intéressant vis-à-vis notamment de nos amis des États-Unis, puisque l'écart aujourd'hui entre le PIB de ces deux zones était en 2008 de 4%, il est aujourd'hui de 69%. Donc le décrochage est spectaculaire. Et pour autant, je vais peut-être vous surprendre, puisque je suis aujourd'hui rangé, à juste titre d'ailleurs, dans le camp des eurocritiques. Mais j'aime voir les choses avec lucidité et je crois que nous mentirions en disant que la situation actuelle en carence de compétitivité de la France ne serait due qu'à l'Union européenne ou exclusivement à l'Union européenne. Je considère qu'aujourd'hui l'Union européenne a évidemment une part de responsabilité dans les compétences qui sont les siennes. Je pense notamment à la politique commerciale, dans une forme de fuite en avant inconsidérée d'ouverture des frontières sans pouvoir faire respecter les clauses miroirs. Une politique commerciale pas très offensive non plus. Je rappelle que, je donne un seul exemple, dans le cadre, par exemple, de l'importation des automobiles électriques chinoises, les États-Unis font 27,1% de droits de douane, l'Europe en fait 10%. Deuxième chose, la politique énergétique, je ne vais pas m'y attarder, des choix pour moi, on aura l'occasion d'y revenir, complètement délirants et irresponsables, notamment en voulant tout parier vers l'éolien et le solaire, dont on voit toutes les limites en Allemagne, en orientant tous les crédits vers cela et en ayant sacrifié pendant longtemps notre évidemment nucléaire, et ça a des conséquences directes sur la facture d'électricité. Les normes, on en a aussi beaucoup parlé, 16 milliards de coûts de normes en France, dont 16 milliards seraient directement imputables à l'Union européenne. Voilà un petit panel de choses à laquelle moi je m'opposerais, et évidemment le fanatisme écologique qui s'exprime à travers le pacte vert et qui là aussi a un impact. Maintenant, pour en conclure par là, je crois qu'une grande partie de nos difficultés en termes de compétitivité tiennent aussi à des choix franco-français, et j'en veux pour responsabilité le choix qui est fait sur 1 000 euros de dépenses publiques, d'en consacrer 575 euros à la dépense sociale. Ça n'est pas très politiquement correct de dire cela, mais je crois qu'il n'y aura pas de retour de la compétitivité en France, donc de baisse de charges et d'impôts sur nos entreprises et sur le coût du travail, tant qu'on ne se sera pas attaqué à deux axes d'économie majeurs, au-delà de la réforme évidemment de l'État et du périmètre de l'administration, c'est-à-dire d'une part la politique d'immigration et d'autre part la dépense sociale et la lutte contre les systèmes. Merci infiniment. Jordan Bardella. Bien, merci, bonjour à tous, merci Sophie de Menton pour votre invitation. On m'a fait comprendre que dans cette campagne, il fallait que je rassure les milieux économiques.
Je vais donc, en 3 minutes, essayer de vous exposer des idées claires et d'aller à l'essentiel. Je voudrais vous parler d'une idée qui est plus trop à la mode en ce moment, qui est l'idée de la croissance. Depuis 5 ans, je siège au Parlement européen et je fais face à des dirigeants politiques, à la fois français et européens, qui, un peu comme un phénomène de mode, portent l'idéologie de la décroissance en bandoulière. Alors on interdit les moteurs thermiques, on sous-investit dans le nucléaire, on empêche nos agriculteurs de produire, et on fait un peu trop souvent passer l'entreprise pour un objet suspect, parfois polluant, à qui on doit imposer des normes toujours plus douloureuses. Et en cela, moi, je mène un combat contre la CSRD ou le devoir de vigilance, qui, par principe, font de l'entreprise un objet suspect. Je pense qu'il n'y a pas de pays puissant et qu'il n'y aura pas d'Europe puissance au XXIe siècle, et c'est en cela tout notre combat et tout notre projet, sans entreprise prospère. Sans entreprise qui a la possibilité de se développer dans un cadre lisible, stable, avec une fiscalité qui soit adaptée. Notre agenda économique il se résume en 3 grands axes: produire, protéger et permettre. Produire d'abord par un coût de l'énergie et un coût de l'électricité qui sont un coût français. Aujourd'hui, vous le savez, l'énergie chère est l'un des freins à la compétitivité de nos entreprises. Moi, je souhaite non seulement qu'on puisse investir massivement dans le nucléaire, mais je souhaite évidemment qu'on puisse décorréler le prix de l'électricité en France des prix du gaz au niveau européen pour permettre aux familles françaises et surtout à nos entreprises et à nos industries de pouvoir faire des gains de compétitivité très importants. Deuxièmement, je souhaite que nos entreprises puissent bénéficier d'une fiscalité de croissance. Et pour cela, il faut évidemment poursuivre la baisse des impôts de production, en allant évidemment au bout de la suppression de la CVAE, en supprimant la CFE et la C3S, étant entendu qu'il y a évidemment des effets retours, parce que je pense que nous avons là un retard considérable par rapport à nos partenaires européens et que c'est là une condition majeure de la réindustrialisation de notre pays. Deuxièmement, protéger avec le patriotisme économique, et je souhaite que les entreprises françaises et européennes puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics et dans la commande publique, et qu'à chaque fois qu'on négocie un accord commercial, il puisse y avoir des clauses miroirs, et ce principe qui m'apparaît absolument essentiel au XXIe siècle est celui de la réciprocité. Enfin, troisième et dernier pilier, permettre, et c'est évidemment vous permettre... Pardonnez-moi. J'aurais pu permettre en premier. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Permettre, c'est la simplification. La simplification parce que l'Union européenne est aujourd'hui responsable d'une inflation normative de près de 80% des surtranspositions, et la France qui veut toujours être... Moi, je vois toujours la France au premier rang, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. La France veut toujours être première dans le rang de la surtransposition. Donc je pense qu'il y a une pause normative à faire et qu'on doit se donner les moyens, au niveau national, pendant 1 an, filière par filière, de faire remonter les pistes de simplification pour faire en sorte qu'on puisse permettre à nos entreprises d'être protégées, d'être compétitives, mais pas de se voir imposer des freins qui sont aujourd'hui délirants et qui ne sont pas imposés, je le rappelle toujours, aux produits qu'on importe dans le marché unique. Voilà très simplement les 3 grandes ambitions que je porte: le travail, la croissance, l'entreprise. Ça peut paraître désuet et ringard dans une période où seul le lexique écologiste fait foi, mais moi je crois dans ces valeurs très simples et je pense que l'entreprise et l'activité économique est peut-être la première réponse au déficit et à la dette abyssale que nous léguerons aux futures générations. Merci à vous. François-Xavier Bellamy, donc. Merci beaucoup et merci infiniment pour votre invitation. Je crois que c'est très important qu'on puisse échanger sur l'entreprise parce que le sujet de l'entreprise est au cœur de toute la valeur créée en France, comme en Europe, comme dans toute l'économie. Il n'y a de valeur, il n'y a d'emploi, il n'y a de création que dans le monde économique. Et j'ai essayé au Parlement européen au cours des dernières années de rappeler avec beaucoup de détermination, mais parfois un peu seul, que quand on parle de ressources, quand on parle de moyens publics, en réalité, à la fin, il n'y a rien qui ne vienne d'abord de cette création de richesse qui est permise par le travail des Français, par le travail des Européens dans le monde économique. Or, aujourd'hui, cette création de valeur est très directement menacée. Nous vivons un double décrochage extrêmement inquiétant, le décrochage de l'Europe dans le monde, le décrochage de la France en Europe. Il suffit pour s'en convaincre de quelques chiffres simples, mais vous les avez tous en tête. L'année dernière, le PIB américain a cru 5 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Et puis le décrochage français en Europe, je crois que c'est important de le rappeler, parce que c'est difficile de comprendre les débats européens si on ne voit pas qu'en réalité, la France est très singulière
en Europe aujourd'hui. On a tous en tête les discussions actuelles sur le déficit budgétaire et son dérapage inquiétant, quand tous nos voisins sont en ce moment en train de se désendetter. Mais un autre aspect qui, je crois, traverse moins, et c'est un tort, nos débats publics aujourd'hui, c'est le déficit commercial français. 100 milliards de déficit commercial l'an dernier, le deuxième record historique, et ça, c'est le résultat des boulets que nous mettons en permanence au pied de nos entreprises dans le travail français au milieu de l'Europe et dans le travail de l'Europe au milieu du reste du monde. Alors, on aura vécu dans ce mandat quelques basculements importants et quelques succès, je crois, il faut aussi les remarquer. D'abord, l'Europe est, pour une part, de manière incomplète, bien sûr, mais pour une part, malgré tout, sortie d'une forme de naïveté. Elle a changé de paradigme. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est la première fois qu'on va imposer une taxation à ceux qui importent en Europe qui ressemble à celle qui est aujourd'hui imposée à ceux qui produisent en Europe. Et donc, pour la première fois, on reconstruit un tout petit peu, c'est un premier pas très incomplet qui aura, s'il n'est pas complété très vite, des effets de bord indésirables. Donc c'est un des chantiers du mandat qui vient de compléter le MACF. Mais en tous les cas, c'est la première fois que l'Europe décide qu'elle va faire autre chose que créer de la norme pour ceux qui produisent chez elle, tout en ouvrant ses marchés à une concurrence dérégulée qui, par définition, organise une compétition déloyale au détriment de nos entreprises. Le deuxième élément que je retiens de ce mandat, Frédéric Dabi le disait tout à l'heure, c'est une campagne pour une part de candidats sortants, donc c'est aussi important de regarder ce que chacun assume de bilan. Une des batailles majeures que j'aurais menées au Parlement européen au cours des dernières années, c'est la bataille pour l'énergie et pour la défense de l'énergie nucléaire. La droite française, c'est le seul parti politique qui n'ait jamais varié dans la défense du nucléaire avec le Parti communiste français, ce qui fait un rare point de convergence entre nous, mais ça mérite d'être souligné. Mais je crois que c'est fondamental parce que derrière l'énergie nucléaire, il y a évidemment la compétitivité de nos entreprises, il y a le modèle français de décarbonation, il y a un modèle social aussi à protéger, à défendre, et ça, c'est un choix institutionnel qui fait la singularité de notre pays depuis longtemps, qui a fait sa force et qu'il faut retrouver. Et nous héritions d'une situation où le nucléaire a été combattu, menacé en Europe, mais aussi en France. Et dans les votes de la majorité présidentielle française, on aura vu ce combat contre le nucléaire, y compris pendant ce mandat. Nous avons gagné cette bataille à travers les amendements que j'ai déposés sans relâche sur ces sujets pour obtenir qu'enfin le nucléaire soit inclus dans les politiques européennes. Et puis le dernier point... Conclusion, effectivement. Et donc je termine par là, c'est la résistance à cet agenda d'inflation normative qui aujourd'hui est le grand danger pour le monde économique en Europe. Et là pour le coup, l'Europe ne s'est pas réveillée. Depuis 2022, depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis la mi-mandat, nous demandons avec notre groupe une pause réglementaire parce que nous disons que après avoir travaillé sur ces textes comme le MACF, il fallait commencer par faire l'inventaire de ce qui avait été voté, regarder ce qui marche, regarder ce qui ne marche pas, corriger ce qui doit l'être, supprimer ce qui doit l'être. Bien sûr, il ne faudra pas seulement se contenter de suspendre la production normative, il faudra aussi supprimer des textes qui sont manifestement nocifs pour la compétitivité européenne. C'est le thème d'aujourd'hui. Le sujet n'est pas comment protéger la compétitivité européenne, c'est comment retrouver cette compétitivité, parce que c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Je suis heureux, cher Jordan Bardella, d'entendre que vous êtes opposé au texte de devoir de vigilance. C'est dommage que les 2 députés du RN en commission jury l'aient voté il y a 15 jours. Nous nous y opposerons en session plénière parce que nous savons à quel point ce texte, effectivement, serait catastrophique en prenant le risque de conduire à des peines de prison des chefs d'entreprise qui n'ont aucun moyen de satisfaire aux exigences de ce texte. C'est exactement la spirale d'inflation normative qui aujourd'hui nous fragilise. C'est exactement la logique avec laquelle il faut rompre. Et pour ça, il faudra changer de cap, effectivement, dans le mandat européen qui vient. Pardon. 10 secondes pour Jordan Bardella et ensuite Sylvain Maillard. Oui, non, pas du tout, c'est faux. Bon, c'était 3 secondes. Ça fait 3 secondes. Je viens de vérifier sur le procès-verbal parce que j'avais une petite hésitation. Il est là. Voilà. Le problème, pardonnez-moi juste, le problème c'est que nous ne savons pas du tout ce que vous faites à Bruxelles et ce serait très gentil d'ailleurs à chaque fois de nous dire avec qui vous allez vous allier à Bruxelles parce que c'est important pour savoir le poids que vous avez. Rappelons la méthode. La première réponse à la première question est une réponse longue où ils placent tout ce qu'ils ont envie de placer. Et après, c'est un jeu de ping-pong terrible. On a 13 questions à traiter avec 9 personnes en 45 minutes. Donc ça va aller très très vite. Accrochez-vous. Sylvain Maillard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis ravi. Merci Sophie de votre invitation. Ravi d'être face à vous. Alors j'ai
à la table, au fond, je suis le seul qui est en responsabilité, puisque je préside le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et j'ai la chance d'être le député ici du 8e arrondissement, et donc très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Mais je suis aussi chef d'entreprise, je préside une ETI que j'ai fondée, et je suis très heureux de pouvoir mener de front les deux, parce qu'il me semble important, et donc je suis face à vous aussi, en comprenant les problématiques, et je veux vraiment orienter mon propos sur l'entreprise, comme vous m'y avez invité, Sophie. D'abord dire que l'entreprise, il n'y a que des preuves d'amour. On n'est pas là pour faire des discours, raconter ce que l'on ferait. Moi, notre bilan, le bilan de la majorité présidentielle, le bilan d'Emmanuel Macron, le bilan que porte Valérie Hayé, que je représente ici, c'est les lois travail, c'est l'apprentissage, et j'en suis très fier, puisque j'ai porté cette réforme auprès de Muriel Pénicaud. Je crois qu'on a transformé l'apprentissage dans nos entreprises. C'est le taux d'imposition à 25%. Malgré les difficultés financières, on l'a passé de 33 à 25%. Ça, c'est aussi, je crois, une preuve d'amour. La baisse des charges patronales, un taux de chômage qui est passé de 9,4 quand nous sommes arrivés aux responsabilités, qui est à 7,3 à l'heure actuelle. Et enfin, une réindustrialisation, je crois, forte, entamée de notre pays, où nous avions largement désindustrialisé. On a changé d'échelle. J'entends tout à l'heure, François-Xavier Bellamy nous expliquer qu'il est extrêmement pro-européen, pro-nucléaire, sa famille. Je vous rappelle qu'à la dernière fois qu'un réacteur nucléaire a été construit en France sous une majorité de droite, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Donc les preuves d'amour, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Et qu'une bonne partie de la désindustrialisation, elle s'est passée aussi au début Chirac, largement. Donc je pense que là-dessus... et je crois que ces moments-là amènent à plusieurs de la modestie. J'étais lycéen. Mais de façon... votre famille politique. On en est tous comptables. Là, nous sommes, je crois, la majorité auprès du président de la République, une majorité pro-business. Je crois qu'il n'y a jamais eu, et je l'assume, moi j'en suis heureux, il n'y a jamais eu une majorité au sens pro-business que ce que nous avons à l'heure actuelle. Nous nous battons pour les entreprises. Et vous savez, pour une raison très simple, au-delà du fait qu'on s'apprécie et que c'est important, c'est que pour nous, la valeur travail, elle est fondamentale. C'est comme ça qu'on va financer notre modèle social. Il nous faut plus travailler. Il faut plus de gens qui travaillent. C'est pour ça que nous faisons des réformes qui sont compliquées à porter. Quand on fait... Parce que vraiment, vous incitez les Français un peu à rester chez eux quand même. Sophie de Menton, quand nous faisons une réforme sur l'assurance chômage, qui a porté les réformes sur l'assurance chômage et nous continuons à le faire? Qui fait en sorte que le travail paie plus que l'inactivité? C'est la majorité que nous portons. Alors parfois c'est difficile à porter. Quand nous avons porté la réforme sur la retraite, nous étions très seuls. Mais pourquoi on a fait cette réforme? Il nous faut financer notre modèle social. Et oui, c'est difficile à porter. Oui, ce serait plus simple de dire que la retraite à 60 ans, comme le propose le Rassemblement national. Nous disons qu'il faut des vraies réformes. Et nous sommes une majorité de courage. Et je crois que nous continuerons à porter, comme nous l'avons toujours fait, en France, nos réformes et surtout en Europe. Et je vais terminer mon propos là-dessus. Merci. Il est essentiel, si nous n'avons pas une Europe forte, une Europe puissante, nous ne pourrons pas avoir une France forte. Et donc ce choix, le 9 juin, ce n'est pas un choix de pour ou contre le gouvernement, c'est le fait de permettre d'avoir une Europe puissante pour avoir une France forte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on parlera fiscalité au cours de cette matinée et de la taxation des profits qui est dans les tuyaux. Gilles Maintré, pour la liste centriste, qui porte comme nom notre Europe. Alors, bonjour, donc Gilles Maintré. Alors je me présente rapidement. Moi je suis élu parisien, je suis également chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise qui fait du vote électronique à distance, il y a 10 salariés, donc je comprends bien les problématiques qu'on expose. Et je mène une liste qui est portée par plusieurs partis centristes, l'Alliance centriste de Philippe Folliot, Territoire en mouvement de Jean-Christophe Romantin, le maire de Neuilly, et puis Utile, qui regroupe la majorité des députés de Lyotte. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on lance une liste? C'est qu'il nous a semblé essentiel de porter une vision qui manque dans le débat. C'est une vision radicalement pro-européenne, mais également radicalement décentralisatrice, territoriale, qui est la vision des pères de l'Europe. Et sur la question de la compétitivité des entreprises, c'est exactement le même sujet. Il faut plus d'Europe et une autre Europe. Plus d'Europe pour l'énergie. Aujourd'hui, il y a des politiques énergétiques nationales, il y a une politique environnementale européenne
qui du coup prend en otage la politique énergétique. On a besoin de financer ensemble des centrales nucléaires, on a besoin de travailler ensemble à une politique européenne du gaz, on a besoin de financer ensemble l'innovation sur les nouvelles énergies. Et tout ça, c'est avec plus d'Europe. Plus d'Europe pour ouvrir des marchés. Et là, la plupart des partis qui sont à cette table ont voté contre le CETA, ce qui est hallucinant, qui permet à nos entreprises, au contraire, d'ouvrir des marchés. Et je serais heureux qu'on ait un moment de débat là-dessus. Plus d'Europe pour financer de l'innovation. Les Américains viennent de mettre 50 milliards sur les semi-conducteurs. Nous, on met 9 milliards d'euros. Les semi-conducteurs, c'est l'intelligence artificielle, c'est la compétitivité de demain. On est gravement en retard. Mais une autre Europe, c'est une Europe différente de l'Europe de Mme von der Leyen, soutenue par M. Macron, qui est une Europe qui est devenue bureaucratique. Bureaucratique, moi je sais bien, je suis un ancien fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est? La bureaucratie, c'est des normes et des guichets de subvention. Ça va pour les grandes entreprises, mais pour les PME, c'est une catastrophe. Quand on est patron de PME, la capacité à absorber les 12 nouvelles normes par mois que produit l'Union européenne, ou la capacité à aller chercher des subventions européennes. Moi, je sais, je l'ai vu avec mon entreprise, je l'ai vu avec les chefs d'entreprise que je rencontre, patrons de PME. C'est impossible d'aller chercher le programme Horizon. C'est impossible d'aller sur le fond de l'innovation. C'est beaucoup trop complexe. Et je terminerai par une dernière proposition qui résume, je crois, toute notre philosophie. On propose que demain, il y ait un député européen par département ou par couple de départements. Il y a 81 députés français, il y a 101 départements. Ce député européen élu au niveau du département va être le guichet politique unique pour que le patron de PME qui est perdu dans cette inflation normative, qui ne sait pas comment accéder à une subvention, qui veut pouvoir que certaines normes soient adaptées à ses problématiques, eh bien, il a un référent politique à qui il peut parler. Il n'est pas obligé d'être dans les mains d'un lobby à Bruxelles ou d'aller quémander à Paris. Il va pouvoir avoir un accès direct à l'Europe et c'est ça notre message. Même si le député en question n'est pas forcément de sa couleur ou de son camp. Ah ben peu importe, il a été élu. C'est ça la beauté de la démocratie. Ouais. Mounir Satouri, pour conclure, pour Europe Écologie Les Verts. Bon, d'abord, ça marche? Oui, ça marche. Allez-y, mais bien dans le micro. Bon, bonjour à toutes et à tous. Pardonnez mon retard, mais j'étais en déplacement à Dijon. J'en arrive en direct. Moi, je suis député écologiste. Je suis venu représenter Marie Toussaint qui ne pouvait pas ce matin. Je suis à la fois écologiste et pro-européen. Et je suis venu vous dire ce matin que, de mon point de vue, c'est ni la faute à l'Europe, ni la faute à l'écologie. Le Green Deal et ses effets concrets ne se voient pas encore, tout comme d'ailleurs, c'est pas forcément le débat direct ce matin, tout comme d'ailleurs la stratégie de la fourche à l'assiette qui n'est pas encore en place. Et ils vont tous se relier pour vous dire, c'est la faute à l'écologie, c'est la faute aux normes. Je vais essayer en très peu de temps de vous faire la démonstration qu'ils vous racontent des salades. Ils vous racontent des salades. D'abord, une transition écologiste juste nécessite qu'il y ait des règles, et donc il faut qu'il y ait un certain nombre de normes, et je suis prêt à discuter de jusqu'où on va dans les normes, mais il nécessite une transformation radicale du mode de fonctionnement économique et une géopolitique internationale qui viennent au service de ce modèle économique. Je suis désolé du peu, mais si le modèle économique ambiant depuis des décennies, tout en échouant sur la question écolo et sur le réchauffement climatique, avait réussi sur ses autres promesses, le plein emploi pour tout le monde, la prospérité pour tout le monde, la juste concurrence entre les petites entreprises créatrices d'emplois et les grands groupes internationaux qui ne sont pas là que pour faire des profits et pour distribuer des milliards de dividendes aux actionnaires. Si ça avait marché, j'aurais pu dire qu'ils ont raison. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas la faute à la transition écologique. Il y a déjà 6 limites planétaires qui sont atteintes. Un monde à plus 4% ne fonctionnera pas et ne créera pas de richesse ni pour nos concitoyens ni pour les entreprises. 37% des Européennes et des Européens, avec le modèle actuel, celui dont ils font la promesse, n'accèdent pas à la santé faute de moyens financiers. 9,3% des Européens sont en situation de précarité énergétique. Donc en vrai, c'est soit on change, soit c'est le sursaut, soit c'est le chaos. Mais ça ne se fera pas sans vous. Ça ne se fera ni sans l'Europe, ni sans l'entreprise. Nous avons vécu deux crises majeures depuis la dernière élection européenne. La crise de la Covid et la crise issue de la guerre et de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, de la crise énergétique. Ce n'est pas la question écolo qui a fait ces deux crises-là. Si nous avions
construit la sortie de notre dépendance au régime de Poutine, et si nous avions réduit dans notre mix énergétique et le gaz et le pétrole, nous n'aurions pas été aussi vulnérables que nous le sommes. Vous n'auriez pas eu la crise du prix de l'énergie qui vient impacter aujourd'hui de manière beaucoup plus importante que les États-Unis votre productivité. Et donc, il faut un cap, il faut un investissement important au niveau de l'Union européenne, il faut un cap, il faut que vous sachiez où on veut vous emmener en termes de politique publique pour que vous puissiez anticiper, et puis il faut faire européen. Moi, j'assume la souveraineté européenne, j'assume la taxe carbone aux frontières, j'assume l'investissement public pour l'innovation. Sans cela, on n'y arrivera pas, et on n'y arrivera qu'ensemble. Merci infiniment. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Micro. Je vais redescendre, puisque tout le monde s'est présenté. Donc, on va commencer des questions très rapides et très précises. Et je voulais vous dire que nous, entreprises, qui sommes à ras des pâquerettes, nous avons vu que l'Europe, via la Cour de cassation, a imposé récemment à la France la rétroactivité des congés payés dans une décision qui datait de 2003. Et rétroactivité des congés payés, ça veut dire que les gens qui ont été malades il y a 14 ans, il fallait leur payer leurs congés payés, ce qu'on n'avait pas fait. Imaginez le tremblement de terre pour les PME. Alors, on s'est débrouillé et on a maintenant une rétroactivité de 3 ans, je crois. Fixé par le Conseil d'État, oui. Ça amène ma question. Je voudrais que chacun d'entre vous dise très précisément ce que nous devons garder comme souveraineté, nous, entreprises, en ce qui concerne le droit du travail. Et ce qu'on pourrait imaginer de commun à l'Europe pour avoir effectivement une Europe des entreprises. Est-ce que vous pourriez donc juste très rapidement me dire ce qui dépend de nous et ce qui pourrait dépendre de l'Europe? Par exemple, je pense que ça c'est impossible, mais imaginons qu'il y ait un salaire, un SMIC européen. On est trop nombreux pour que ce soit le cas, mais donc rapidement ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Qui veut commencer? On va commencer par le bout de la table, Hélène Touy, si vous voulez bien. Le bout de la table. En plus, vous êtes avocate. C'est un sujet de droit. Oui, je vous remercie pour votre question. Effectivement, la question du salaire et des différences salariales entre pays de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est souvent pointé, notamment dans le domaine de l'agriculture, puisqu'effectivement, c'est souvent ce qui est mis en avant par les agriculteurs, notamment les maraîchers, qui nous expliquent qu'effectivement, ils se retrouvent dans une situation de concurrence déloyale du fait de ces salaires différenciés. Une chose est claire, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des concurrences au sein de l'Union européenne qui témoignent en fait d'un échec de ce marché intérieur, en tout cas tel qu'il a été conçu et qui impose une évolution. Et donc, en l'état actuel du droit, effectivement, ce marché intérieur il contraint et nous portons une modification des traités sur ce point-là, non pas pour aller vers le bas et considérer qu'il faut harmoniser vers le bas les critères sociaux, et notamment en termes salariaux, mais par contre, valoriser les entreprises, je termine, les entreprises notamment françaises qui sont vertueuses. Nous voulons aller vers le haut, sans discriminer nos entreprises françaises. Et donc, l'idée, c'est pas de mettre en concurrence déloyalement des entreprises françaises qui sont vertueuses sur la protection animale, sur l'environnement et sur le social, mais au contraire, de les favoriser. Et ça suppose une modification des traités. Mounir Satouri, droit européen. Il n'y aura pas, de notre point de vue, un marché commun efficace sans nivellement vers le haut et convergence vers le haut de la question sociale. Excusez-moi de préciser que le salaire minimum, minimum européen, la directive sur le salaire minimum européen a été adoptée. Elle ne changera rien au salaire minimum français, mais elle permettra une augmentation de salaire dans 7 États membres de pratiquement 20%. Il y a 25 millions d'Européennes et d'Européens qui vont voir leur salaire minimum augmenter dans 20%. Et excusez-moi, pour lutter contre le dumping social, voir le salaire des Polonais ou des Hongrois augmenter de 80 € par mois, ça participera à baisser le dumping social au sein de l'Union européenne. Et donc, on a construit le marché commun, mais il faut maintenant construire et faire en sorte que les normes sociales convergent vers le haut. Gilles Maintré. Alors, d'abord, je voudrais faire un point, parce qu'on entend beaucoup de critiques. Rapide. Oui, un point rapide, mais on entend beaucoup de critiques sur la Cour de justice de l'Union européenne, les juges européens. Voilà, on nous impose, et on voudrait sortir, d'ailleurs, c'était le cas des Républicains, de François-Xavier Bellamy, en disant qu'il faut qu'on puisse, sur certains points, s'abstraire de la jurisprudence européenne. L'Europe, c'est un ordre juridique.
c'est très important, c'est ça qui fait notre force. S'il y a un point qu'il faut changer, on le change à 27 et on passe une autre loi. Le juge, il ne se fait que se substituer à l'absence de législation. Et sur cette question des avantages sociaux, mais moi, je préfère des avantages sociaux qui sont communs à tous les pays européens. La question, c'est la rétroactivité et le risque juridique. Oui, mais sur ce point particulier. Mais de manière générale, il vaut bien mieux avoir un avantage social qui est commun à tous les 27 plutôt que des avantages sociaux français. Et qui, du coup, nous mettent en concurrence avec d'autres pays qui ne les appliqueraient pas. Mais là, le sujet, c'est le risque juridique de la rétroactivité. Je comprends le juridique. Je généralise sur les avantages sociaux. Plutôt qu'avoir des 35 heures qu'on est les seuls à appliquer et on a en direct la concurrence de pays qui ne le font pas, il faut bien sûr privilégier des avantages sociaux pour tout le monde. Est-ce que un temps de travail européen? Mais là aussi, mais bien sûr, ça serait bien. Mais ça serait évidemment bien parce que plus on aura une plateforme commune, moins on aura de concurrence de pays qui seront moins disants socialement. C'est ça, construire l'Europe ensemble. Merci Gilles Maintré. Marion Maréchal. Écoutez, moi j'ai 34 ans, j'ai l'impression que depuis que je suis née, j'entends parler de cette volonté d'une harmonisation fiscale et sociale de l'Europe. Je vous le dis, je n'y crois pas, ça ne se fera pas, c'est un mensonge. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit souhaitable que ça soit mis en place, que ce soit sur le salaire minimum ou sur le droit du travail. Je suis dans cette matière attachée à la souveraineté de mon pays et à son modèle social, à la liberté de pouvoir le choisir. Moi je vous le dis, je n'attends pas l'Union européenne là-dessus, je n'attends pas l'Union européenne sur les congés maladie, sur la courbure des légumes, sur le débit des pommeaux de douche ou la hauteur des tables. C'est véridique ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'attends l'Union européenne sur ce qui relève de nos intérêts communs et dans l'aide à pouvoir favoriser les entreprises européennes sur le sol européen. Et donc, j'attends davantage à ce qu'elle n'organise pas un dumping social, par exemple, avec la directive des travailleurs détachés qui est toujours en œuvre. J'attends qu'elle puisse favoriser les aides d'État dans les secteurs stratégiques. J'attends qu'elle coordonne des projets. J'attends qu'elle mette en place une priorité communautaire et nationale dans l'accès aux marchés publics. Et je pense que là, elle remplira la mission qui est la sienne plutôt que d'essayer de légiférer contre souvent la volonté des peuples et les droits des peuples, parce que je le rappelle, et j'en finirai par là, le drame aussi du fonctionnement actuel de cette Union européenne, c'est qu'elle souffre d'un terrible déficit démocratique et qu'il faudra là aussi se pencher là-dessus si on veut que le projet européen réussisse. On vote dans un mois et demi. Sylvain Maillard. Oui, ce que je viens d'entendre de Marion Maréchal Le Pen, pour moi, c'est, je vais dire exactement l'inverse. Parce que quand vous dites, en caricaturant les normes, la taille des pommeaux de douche... Vous rassurez votre voisine. Non, mais vous avez que des chefs d'entreprise en face de vous. Pourquoi il y a des mêmes normes de pommeaux de douche? Débit des pommeaux de douche. Des débits de pommeaux de douche. Pourquoi il y a les mêmes normes? C'est pour que ce soit un marché commun, pour que nos entreprises, ici présentes, elles puissent vendre en Allemagne, en Suède, en France et en Espagne. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les États-Unis et la Chine sont beaucoup plus fortes. Ils ont un marché intérieur extrêmement puissant et beaucoup plus fort que si nous n'étions français tout seuls. C'est pour ça qu'il y a des normes. Alors on peut caricaturer, et je l'entends, et finalement c'est un propos d'estrade habile, mais en réalité, les chefs d'entreprise qui sont en face de vous, ils sont contents qu'il y ait des normes qui leur permettent de vendre aussi en Allemagne sur le même prix. Derrière, sur les transpositions, vous avez raison, on transpose trop. Vous avez raison là-dessus. Nous transposons trop et là-dessus, il nous faut être extrêmement vigilants. Je vous assure que mon groupe à l'Assemblée l'est et le sera vraiment de façon forte. Sur la commande publique, oui, il faut que la commande publique elle soit plus tournée vers les PME. La commande publique européenne, la commande publique française soit plus tournée vers les PME. Vous avez raison là-dessus. On a progressé, mais on doit aller plus fort. Nos concurrents chinois et américains le font largement. Et donc, juste pour vous dire, nous avons besoin, évidemment, d'un marché unique européen qui soit le plus homogène possible pour vos entreprises. Permettre d'avoir un marché à taille de dimension internationale. Sinon, ça ne sert à rien. On part avec des boulets aux pieds. Si notre marché, c'est la France, c'est terminé. On a en face de nous la Chine, on a en face de nous les Américains qui sont extrêmement puissants, extrêmement dynamiques. Personne ne nous attend à travers la planète. Personne ne nous attend. C'est vous qui allez construire, grâce à ce qu'on peut travailler ensemble, c'est vous qui allez construire la compétitivité de la France. Merci Sylvain Maillard. Marion Maréchal, puisque vous l'avez alpagué, vous voulez dire un mot et après on passe la parole à votre voisine. Oui, vous me faites penser aux communistes dans l'URSS qui expliquaient que si le communisme ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Le problème, c'est que plus on applique vos solutions et plus en fait l'Union européenne décroche. Et donc plus on intègre le marché et plus ce marché décroche. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que je considère une fois de plus que le rôle de l'Union européenne, c'est pas de devenir les États-Unis d'Amérique. Je sais que c'est votre aspiration. Je crois qu'il faut accepter, il faut que vous acceptiez qu'il y a des nations et des peuples
peuples qui ont des modèles différents, qui aspirent à pouvoir garder ces modèles et à garder leur liberté de fonctionnement. Merci. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de l'Union européenne, c'est de faire cohabiter à la fois le respect de ces nations et en même temps une cohabitation autour d'intérêts communs, donc en se concentrant une fois plus sur l'essentiel et non pas, je le confirme, sur le débit des pommes de douche. Aurore Laluc et Samia Jaber voudront réagir. Je vais prendre mon temps vu que certaines personnes ont eu la parole 2 fois. 444 millions. Oui. C'est ça, hein, le marché unique européen. Pardon, la difficulté, c'est qu'on ne l'utilise pas comme un outil politique. Vous pensez que les GAFAM, les Américains, les entrepreneurs américains, ils savent vivre sans ce marché unique? Non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas une taxe. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est grâce à nous, que c'est grâce aux Européens, que c'est grâce au marché unique qui sont en capacité de faire les profits qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et à un moment, ce marché unique, il va falloir le défendre politiquement. Il est là, il est à améliorer. On peut parler de la question des normes, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais n'empêche que c'est notre force, et à un moment, il va être essentiel de faire du rapport de force et de sortir de notre naïveté vis-à-vis de notre allié américain. Je vous rappelle, la question initiale, c'était le droit du travail européen, l'harmonisation du droit du travail européen. Certaines personnes ont pu parler de tout. Moi, je vais aussi me l'autoriser, si vous permettez, surtout qu'il y a eu quelques approximations pour être dans l'euphémisme. Donc, utilisons ce marché européen comme un rapport de force face aux États-Unis, ce que nous avons refusé à faire jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on se plaint du caractère normatif de l'Union européenne. Et je peux être d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que l'Union européenne a été construite comme une puissance normative. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il faut passer à la phase suivante, qui est la capacité de pouvoir faire ce que les Américains font, en fait. On a commencé à le faire. Sur la question des aides d'État, c'est pas vrai ce que vous dites totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a les PIEC. Il y a eu un début de stratégie industrielle et de lâcher un peu du lait sur la question des aides d'État. Mais il nous faudra des subventions européennes de toute façon. Ensuite, sur la question sociale maintenant, moi je suis pour un nivellement par le haut. Parce que j'estime que la compétitivité prix, on n'y arrivera pas avec des partenaires comme la Chine. Il faut de la compétitivité d'un point de vue qualitatif. On a fait, pour éviter le dumping au sein de l'Union européenne, ça a été dit par Mounir Satouri, la directive sur la question, on va dire, un peu du SMIC européen. L'Union européenne a été là pendant le Covid pour financer l'assurance chômage. Rappelez-vous, avec le mécanisme SURE, il faut pouvoir pérenniser absolument ce type de mécanisme pour pouvoir aussi que les pays puissent un petit peu respirer. On a fait également la réglementation sur le travailleur des plateformes, parce que là aussi, il y avait quand même un réel sujet. La conclusion, c'est que, je le répète, si on veut être compétitif, il ne faut pas avoir peur de notre modèle social. Il n'est pas parfait, mais il faut qu'on puisse le défendre, parce que contrairement à ce qu'on croit, dans une période qui va être très compliquée, parce qu'on est en partie en économie de guerre, parce qu'on doit faire la transition écologique, il faudra être en capacité d'avoir tout le monde au travail, et les partenaires sociaux vont être essentiels. On n'est pas encore vraiment en économie de guerre. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont dans la salle en sont conscients. Sur la question de la défense, sincèrement, j'aimerais qu'on le soit, et j'aimerais qu'on soit en capacité de livrer ce qu'on doit livrer aux Ukrainiens. On n'y est pas, justement, c'est le problème. Je découvre que vos propos sont tout à fait intéressants et que vous êtes une libérale. Oui. Ah non, je vais pas mal le prendre du tout, parce que sur certains aspects... Non, vous avez Arnaud Montebourg avec vous, qui est tout à fait intéressant dans des prises de position un peu différentes. Ah pardon. Mais je vais repréciser les Non, moi je suis avec Raphaël Glucksmann. Elle a fait quand même. C'est plus d'Europe. Ah non, pas du tout. Ah, plutôt fédéraliste. Samia Jaber. Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Et très anti-guerre. En passant, je signale un tweet de Donald Trump qui dit qu'il déteste prendre des douches en Europe parce qu'il n'arrive pas à enlever le shampoing de ses cheveux à cause des pommeaux de douche et du débit de l'eau. Vous savez qu'il avait fait changer les pommeaux de douche à la Maison Blanche parce qu'il n'arrivait pas à enlever le shampoing de ses cheveux. Il avait mis des pommeaux de douche beaucoup plus puissants. Samia Jaber et après François-Xavier Bellamy, Jean de nous ne voulons surtout pas qu'il y ait plus d'Europe. Nous souhaitons que l'Europe reste à sa place en réalité. Et c'est en effet aberrant que l'Europe aujourd'hui décide de choses comme il faut faire une visite médicale pour le permis de construire. Il faut la bombe à retardement qui vient de nous être annoncée avec les congés payés en cas de maladie. Merci de revenir sur le sujet, je vous félicite. Comment ? Merci de revenir sur le sujet et la question initiale. Mais oui, je vais y revenir parce qu'en réalité, pour nous, l'Europe, elle n'est pas à sa place dans ce qu'elle fait actuellement. L'Europe, c'est un espace de coopération et de coordination, là où les États ne peuvent pas faire seuls. Ce que nous pouvons faire seuls, nous n'avons pas besoin de l'Europe. Par contre, nous avons besoin d'une Europe pour aller sur les marchés mondiaux, pour, par exemple, construire des géants
mondiaux de l'énergie, du ferroviaire, du numérique, au niveau sanitaire. C'est là où on a besoin d'Europe. Sinon, pour les petites broutilles, moi je dis stop. La question de la hiérarchisation des normes, elle est importante. La France est aujourd'hui le pays qui est le meilleur élève, entre guillemets, pour la transposition des directives européennes. Je vous signale que l'Allemagne... elle ne le fait pas systématiquement. Et quand une mesure ça ne l'arrange pas, elle fait jouer ses instances nationales pour monter au créneau. Récemment, je voudrais revenir à la question d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, moi je suis dans le parti d'Arnaud Montebourg et nous sommes en alliance avec le Parti communiste. Arnaud Montebourg a été auditionné par le Conseil d'État. Tout à fait, voilà, par hasard, parce que sa voix pouvait être intéressante par le Conseil d'État. Là où le Conseil d'État ne s'y attendait pas, c'est qu'il est arrivé en leur tapant dessus. Parce qu'il leur a dit en effet qu'une partie de la perte de la souveraineté de la France, elle était due au laxisme du Conseil d'État, qui a fait le choix, sur certaines règles, de dire « nous ne sommes pas compétents » pour parler et pour nous positionner sur les directives européennes. Et c'est là où il y a en réalité une complicité au plus haut sommet de l'État pour accompagner cette Europe qui dérégule et qui nous fait perdre de la souveraineté en permanence. François-Xavier Bellamy. Moi, je voulais revenir à la question que vous posiez parce que je crois que c'est toute une histoire de la France en Europe. En réalité, cette décision qui condamne les entreprises à payer de manière rétroactive les congés payés des salariés qui sont en congé maladie, cette décision, elle est fondée sur la transposition d'une directive européenne qui s'appelle la DETT, qui a été passée en 2003. Pourquoi est-ce qu'on a fait la DETT? Parce que la France, à l'époque gouvernée par les socialistes, avait exigé à corps et à cri une directive européenne pour harmoniser le temps de travail. Parce qu'à l'époque, on faisait les 35 heures et qu'on voulait résorber notre déficit de compétitivité avec les autres pays européens. Et en fait, on a toujours, nous, Français, ce vieux rêve qu'on va exporter nos contraintes pour rééquilibrer le débat européen ou mondial. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et cette logique-là, elle nous revient en boomerang et on se retrouve quelques années après avec des jurisprudences aberrantes qui vont coûter très cher aux entreprises. La DETT, c'est aussi la directive qui menace tout notre modèle de sécurité civile parce que maintenant, les pompiers qui sont d'astreinte sont considérés comme étant sur un temps de travail et donc on voit d'un seul coup notre modèle de volontariat chez les sapeurs-pompiers qui est menacé par cette directive européenne. Et la France hurle en disant... Et les militaires. Et les militaires aussi, bien sûr, dans les forces armées. Et la France hurle en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? L'Europe nous impose ses règles. » Mais c'est nous, c'est la France, c'est le gouvernement français qui a rêvé que les pays européens allaient devenir plus complexes pour résoudre notre propre problème de complexité nationale. Donc moi je dis très simplement, et c'est la réponse que je ferai aussi à ceux qui ici parlent de convergence économique, on ne fera pas cette convergence avec les autres pays européens par plus de contraintes, par plus de charges, par plus de fiscalité. On fera la convergence sur le marché européen. Et on a besoin de cette convergence, parce que cette profondeur de marché, effectivement, c'est un atout pour les entreprises. Mais on fera cette convergence par la liberté. C'est la condition absolue pour que la France retrouve sa compétitivité. On ne retrouvera pas notre dynamisme en essayant de mettre aux autres pays d'Europe les mêmes boulets que ceux que nous fixons au pied de nos entreprises. On retrouvera notre compétitivité en sortant de cette spirale de la contrainte, de la fiscalité qui fragilise aujourd'hui l'économie de notre pays. Jordan Bardella. Bon, je pourrais applaudir parce qu'il se trouve que je partage l'essentiel de ce qui a été dit. Il faut remettre la bureaucratie européenne à sa place. Il faut que l'administration fasse de l'administratif et que le politique fasse du politique. Moi, je vais vous partager une conviction, c'est que, en fait, depuis pas mal de temps, tout le monde parle d'harmonisation. À chaque élection européenne, on a ce débat sur l'harmonisation. Moi, je pense que la France doit devenir leader dans le débat sur la dérogation. La dérogation plutôt que l'harmonisation. La surtransposition des normes, c'est une échelle de 1 à 10. La France veut systématiquement être sur le haut de l'échelle. Ça a été dit, c'est juste, l'Allemagne ne se gêne pas pour mettre en place des critères de protectionnisme, par exemple, sur sa filière bière, lorsque sa filière bière est menacée au sein même de l'espace économique européen. Ce qui veut donc dire que quand on veut déroger aux règles européennes, on peut le faire et que précisément quand 80% des normes françaises sont d'inspiration européenne, eh bien l'Union européenne n'agit plus pour créer des emplois, pour soutenir les grands projets industriels du XXIe siècle, mais pour mettre des bâtons dans les roues de nos entreprises. Alors pour répondre à la question très claire qui a été posée par Sophie de Menton, moi je crois que sur ce domaine, c'est la souveraineté nationale qui doit primer. Et que c'est précisément aux États membres de fixer, d'orienter et de légiférer sur le droit du travail. Si la France veut faire les 35 heures, mais qu'elle veut
déroger aux 35 heures par branche, ce que je crois nécessaire aujourd'hui, elle doit pouvoir le faire. Si la France veut mettre en place un délai de carence pour tout franchissement de seuil, elle doit pouvoir le faire pour l'intégralité des critères. On sait qu'il y a des critères aujourd'hui comme le CSE qui ne sont pas concernés par les délais de carence. Sur le temps de travail des pompiers volontaires, c'est aussi une réalité. On parle aussi évidemment, et on en a beaucoup parlé, de la rétroactivité des congés payés, qui est là aussi aberrante. Donc, encore une fois, je pense que chacun doit être à sa place. Pour répondre de manière très claire, moi je crois plus à la dérogation qu'à l'harmonisation. Je pense que c'est aux États-nations de légiférer sur leurs propres droits du travail, de faire en fonction de leurs intérêts, et il faut évidemment limiter la surtransposition. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire, qui plus est quand on est un technocrate dans un bureau à Bruxelles qui n'est pas élu, qu'on ne sait pas mieux qu'un chef d'entreprise comment fonctionne son entreprise. Et je pense que l'économie, c'est en fait quelques convictions avec beaucoup de pragmatisme. Et je pense que la simplification dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi l'autre maître mot de la confiance qui est nécessaire entre les acteurs politiques, ceux qui légifèrent, et évidemment nos chefs d'entreprise qui font tourner le pays. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Une série de questions courtes oui, et claires. 30 secondes pour dire, parce que certains d'entre vous l'ont évoqué, que non, les politiques ne savent pas mieux que les entreprises ce qui est bon pour elles, et que ce qui est effondrant, c'est que nous essayons de nous faire entendre sans arrêt pour des choses extrêmement simples, pour simplifier, que la classe politique en général ne nous écoute pas, que nous avons d'ailleurs ici tout un programme qui est à votre disposition pour ce qu'il faudrait faire, que nous essayons d'être raisonnables, et que je ne comprends pas que l'entreprise ne soit pas citée, y compris dans les livres politiques qui paraissent, et que la classe politique n'écoute pas les chefs d'entreprise. C'était une parenthèse. Alors, on a 52 000 questions qui ont été inspirées par certains d'entre vous. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette séance de questions posées par Sophie et moi-même, vous pourrez aussi poser vos questions. Je vais vous les soumettre dans le désordre. Je vous invite à répondre très rapidement puisque c'est simple. Et Marion Maréchal, première question pour vous. Et vous répondrez tous, mais très rapidement. Que pensez-vous de l'idée d'instaurer un SMIC européen? On en a parlé, un ou deux en avaient parlé, mais SMIC européen, oui, non? Contre. Contre. Votre voisin. Moi, on est convaincu que justement... Vous avez vu, elle a fait court, elle a dit contre. Non, mais oui, mais justement, oui, non. Mais non, précisément, il faut des guides européens, mais il faut qu'on puisse, au niveau local, au niveau régional, retrouver ces flexibilités dont ont besoin les chefs d'entreprise. Parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais les grands sacrifiés du système actuel sont les patrons de PME. Les grands groupes ont des accès à Bruxelles, arrivent à se faire entendre par des lobbies. Les patrons de PME, eux, sont... c'est contre ou pour? Non, du coup, qu'on ait des lignes européennes pour qu'on évite le dumping social d'autres pays européens, ça oui, mais qu'on puisse avoir la possibilité de déroger, la possibilité de pouvoir adapter au plan local, c'est ça qui est indispensable. La règle et nous aimons notre 440. Oui, bien sûr, mais il est poussé par tout un réseau de PME, et peut-être que la France a moins bien réussi que d'autres pays à avoir ce réseau de PME. Oui, 2 fois oui, et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a adopté dans la directive, c'est qu'il ne peut pas y avoir un salaire minimum dans un État membre de l'Union européenne à moins de 60% du salaire médian. Donc oui, si on veut faire le nivellement vers le haut, il faut qu'on légifère, et ça protège aussi nos entreprises et l'emploi en France, et ça permet de lutter contre le dumping social. Donc Hélène, oui. La question, elle est d'abord, effectivement, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il faut aller vers le haut, avoir le progrès social, environnemental et protection animale, mais il faut prendre en compte la réalité actuelle. C'est bien joli d'avoir des visions idéologiques. La question, c'est la réalité concrète. Et la réalité concrète, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises françaises pointent cette difficulté et cette concurrence déloyale qui qualifie comme telle entre les différences salariales au sein de l'Union européenne. Donc la première des mesures, évidemment, le Parti animaliste, il est toujours pour améliorer, pour avoir des mesures plus vertueuses, socialement, environnementalement et pour les animaux. Mais aujourd'hui, il faut des mesures qui permettent clairement à l'État français et aux États membres de protéger leurs entreprises pour valoriser celles... D'autres intervenants ont eu beaucoup plus de temps de parole que moi. Non, je vous rassure, je surveille. Donc, ce qui est important, c'est effectivement
à la fois d'avoir une visée, l'amélioration toujours, le progrès, des mesures de plus en plus vertueuses, mais la prise en compte concrète de la réalité pour que nos entreprises ne se retrouvent pas en difficulté. Et donc nous voulons, de ce point de vue-là, pouvoir aider les entreprises françaises aujourd'hui pour les favoriser lorsqu'elles sont plus vertueuses. Donc plutôt contre un SMIC européen. En tout cas, aujourd'hui, aller vers ça, mais aujourd'hui, l'état actuel ne permet pas de discriminer les entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le SMIC européen existe et on vient de le dire. Permettez-moi juste de répondre à ce que vient de dire Sophie de Menton, quand même, parce que je suis quand même le seul à représenter la majorité. Tout le monde est dans l'opposition. Ça s'appelle la démocratie, oui. Non mais je respecte. Oui, mais quand Sophie interpelle en expliquant, en fond, ça plus Sophie, donc et en plus j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour elle, mais c'est factuellement faux ce que vous venez de dire. Comment vous pouvez dire concrètement à moi en face, en me regardant, en me disant non, on n'entend pas les chefs d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise et je suis patron de la majorité. Comment vous pouvez dire concrètement que les entreprises ne sont pas entendues? Comment vous pouvez dire, Sophie, je vais aller jusqu'au bout? Vous savez, je vais terminer le débat là et je vais partir dans mon entreprise derrière pour travailler. Je veux cumuler, je veux faire pour moi, c'est important de pouvoir justement rester le pied ancré. Je l'ai promis à mes électeurs. Et je vais vous dire, je vais vous prendre au mot, beaucoup de gens ici dans cette salle avec lesquels j'ai l'habitude de travailler pourront le dire. Ma porte est toujours ouverte pour les entreprises trouver des solutions concrètes. Moi, je ne suis pas dans le... au fond, il n'y a que des technocrates. Le politique doit avoir la primauté et c'est notre rôle. C'est notre rôle de trouver des solutions, mais je ne veux pas laisser penser que nous sommes, au fond, déconnectés. Je crois que j'incarne le fait qu'on est connecté avec les entreprises. Non, juste une seconde, bien sûr que vous êtes pro-entreprise. Je parle en général. En général, la classe politique française, quelle qu'elle soit, n'a pas du tout envie d'avoir les remontées des entreprises, des mouvements patronaux. On est très peu écoutés. Mais je vous sais d'être une exception. Aurore Laluc. Alors, on est donc dans un débat européen. Quand on fait une législation européenne, on voit toujours les entreprises. Moi, j'ai fait les critères ESG pour que nous soyons la première puissance à légiférer dans ce domaine et qu'on ne se fasse pas imposer certaines normes, notamment par les Américains. Quand on fait les critères ESG, qui est-ce que je rencontre? Je rencontre tous les acteurs. À chaque fois qu'on fait une législation, on rencontre tous les acteurs. Et d'ailleurs, la Commission européenne fait la plupart du temps une consultation avec aussi tous les acteurs. Donc en fait, au niveau européen, de facto, on travaille et on consulte les entreprises. Ensuite, vous parlez de la question, vous dites que vous faites partie de la majorité. Je vais juste rappeler qu'on est dans un débat européen et qu'au niveau européen, au Parlement européen, il y a un groupe qui est le plus puissant, qui est le PPE, et il y a un deuxième groupe qui est le plus puissant que je représente, qui sont les sociaux-démocrates. Et c'est nous qui faisons les majorités. Je tiens à le rappeler sur la question du SMIC européen. Je suis heureuse qu'il y ait un député européen qui connaisse bien ces dossiers. Il existe. Il existe, ce SMIC. Donc en fait, on va le garder. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Sabia. Je vais être assez clair aussi. Le dumping social, c'est de la délocalisation, notamment de grands groupes. C'est du travail en moins pour les PME qui sont souvent sous-traitantes. Le dumping social, du coup, c'est de la destruction d'emplois. Et je rejoins la question du déficit commercial ensuite. Donc évidemment que je suis pour l'harmonisation des salaires parce qu'en réalité, c'est ça qui fait aussi qu'il y a une concurrence totalement déloyale. Moi, je suis dans une entreprise qui a un pied dans l'industrie et un pied dans le bâtiment. Quand les concurrents importent, on fait des fenêtres en aluminium, quand mon concurrent importe de Pologne, eh bien moi, je fais du Made in France. Je produis sur place, du sur-mesure, et je leur explique pourquoi je ne peux pas être aligné au prix des Polonais. Bon, ben, ça, c'est le quotidien de toutes les entreprises, de la mienne et de la vôtre aussi. Mais la fenêtre polonaise triple vitrage est moins chère grâce au dumping social. Mais les nôtres sont de meilleure qualité. François-Xavier Bellamy. Nous, on a toujours été opposés à un SMIC européen et ce qui a été voté en réalité ne changera rien. Le vrai problème d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, les pays avec lesquels la concurrence est la plus rude sont des pays qui ont déjà un SMIC. Les pays qui n'ont pas de SMIC sont ceux où le niveau de salaire sont les plus élevés. D'ailleurs, ça pourrait mériter que la France s'interroge sur la question. Maintenant, méfiez-vous de l'étape d'après. Vous voudrez imposer en réalité la vraie majorité actuelle de ce Parlement européen qui est constituée
effectivement par le groupe socialiste, avec l'appui de la délégation macroniste qui revendique de voter 90% avec les socialistes, et cette majorité, à laquelle nous sommes opposés, mais qui a réussi à imposer ses vues sur beaucoup de sujets, cette majorité-là veut maintenant pousser pour l'idée d'un revenu minimum européen. Et ça, pour le coup, c'est encore une fois exactement la fausse bonne idée absolue. Rappelons quand même, Aurore Lalucq, vous disiez tout à l'heure, l'Europe a financé SURE, l'Europe a financé l'assurance chômage européenne. En réalité, l'Europe, c'est comme l'État, c'est une fiction, c'est une construction intellectuelle. Ce sont les impôts des Européens et ce sont les emprunts sur la tête des générations futures en Europe qui ont financé tout ça. On ne peut pas demain, encore une fois, s'enliser dans ces spirales de la dépense publique, de la contrainte, de la complexité, sans risquer de mettre encore plus en danger la compétitivité de nos entreprises et l'équilibre de nos modèles sociaux. Mounir Satouri, un mot de Mounir Satouri qui m'a demandé la parole. Sincèrement, moi je veux bien qu'on fasse de la politique fiction. François-Xavier Bellamy, le rapporteur, il y avait 2 co-rapporteurs sur la directive salaire minimum. Il y avait un Allemand du PPE et une socialiste. Moi, j'ai participé comme rapporteur au nom des Verts et j'ai fait en sorte que la contrainte pour les pays où le salaire est très bas puisse vraiment faire augmenter. Et j'ai insisté pour qu'on soit à ces 60% du salaire médian. Durant la préparation de cette directive, je n'ai pas bossé tout seul avec mes collaborateurs dans le bureau. J'ai rencontré évidemment plein de partenaires, dans la CGPME pour la France et le MEDEF. Et cette directive, ils m'ont demandé une chose, la CGPME, faites en sorte que la directive salaire minimum ne concerne pas les jeunes en alternance, parce que ça viendrait mettre en échec la politique d'alternance en France. J'ai tenu compte de cette remarque. Et donc, François-Xavier, tu ne peux pas être dans un groupe au PPE, au Parlement européen, qui décide des trucs et qui participe à les faire voter, et venir ici raconter à des partenaires sérieux, nous, on a toujours été contre. En fait, c'est d'autres choses. Ou tu mens de manière claire, ou alors tu nous dis ici que tu sers à rien, puisque tu as 0 influence sur ton groupe. Mais tu ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Réponse de François Xavier. Mounir, qui fait de la politique politicienne ici? Moi, je défends la position. Je défends. Je fais pas de la politique. Je n'ai dit que des vérités. Ça peut te déplaire, mais je n'ai dit que la vérité. Je défends la position de la délégation française, comme chacune de nos délégations prend des positions. Au sein du groupe Renew, tout le monde n'a pas pris la même position sur ce sujet. Et moi, je maintiens simplement. Donc, tu ne sers à rien au Parlement européen. Je maintiens. Parce que tu y allais avec 6 députés sur plus de... Dans le principe, pardon, Mounir Satouri. Pardon, Mounir. Quand tu dis tout à l'heure, je prends un exemple tout simple, quand tu dis tout à l'heure qu'on aurait dû sortir plus tôt de la dépendance au gaz de Vladimir Poutine, excuse-moi, mais si vous n'aviez pas combattu le nucléaire pendant des années, ça n'aurait pas été le cas. Et c'est ma délégation qui a fait voter les amendements qui ont permis de faire rentrer le nucléaire dans les politiques européennes quand vous aviez toujours combattu ce qui est aujourd'hui la première source d'électricité décarbonée en Europe. Donc dire qu'on sert à rien, c'est évidemment absurde. Le Parlement européen depuis 30 ans. Nous menons nos combats, nous assumons nos combats et nous les assumons ici. Ton groupe est en responsabilité au Parlement européen depuis 30 ans. Si vous aviez voulu faire la souveraineté européenne et sortir de la dépendance au gaz, vous l'auriez fait. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait. Ce n'est pas vrai de continuer à raconter des mensonges. J'assume tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons voté, tous les combats que nous avons portés. Rappelons simplement à cette assistance qui est sérieuse en effet, pour éviter les tromperies dans lesquelles tu voudrais sans doute les entraîner, que le Parlement européen, ce sont des clivages entre des partis, mais aussi entre des pays, parce que nous avons des modèles différents à défendre souvent, et que nos groupes sont tous traversés par des divergences, et que c'est tout à fait normal que nous venions devant les Français leur dire ce que nous défendons et ce que nous défendrons comme députés français au Parlement européen. Au passage, là pour le coup, le journaliste économique va intervenir. Effectivement, la capacité qu'ont eu tous les parlementaires européens, tous réunis, je pense, sur le sujet, à changer l'état d'esprit sur le nucléaire en Europe est assez impressionnante, parce que c'était pas gagné. Rappelons aussi que le nucléaire ne peut pas suffire. Arrêtons d'opposer de manière bête le nucléaire. On va peut-être revenir à la question, parce que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer. Mais bon, on parlait du nucléaire. Jordan Bardella, et après, 3 questions et questions de la salle. Après, on va peut-être passer directement aux questions de la salle. Attends, là, franchement, si on ne pose pas les 3 questions qui sont entourées là, on va nous dire vous avez... Oui, mais on pourra les poser peut-être en même temps que les autres. On va faire très vite. Jordan Bardella, rapidement. Je vais tâcher de répondre à la question que vous nous avez posée sur Merci, bon le élève. SMIC européen. Y a-t-il sérieusement quelqu'un dans la salle qui pense qu'on va mettre au même niveau économique un pays comme la France qui a un SMIC à
quasiment 1400 € net, 1398, et un État comme la Bulgarie, où le SMIC est à 477 € net par mois. Bon. Celui qui pense ça, bon courage. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on pose une règle pour les salaires pour réduire les écarts. Arrêtez de dire des mensonges. Personne ne dit ça. Je pose une interrogation qui me semble être de bon sens. Et je vais vous donner une autre conviction, c'est que je crois nécessaire de revaloriser l'heure de travail dans notre pays. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous augmentez un salarié au SMIC, disons de 100 € net, vous allez devoir débourser un peu plus de 450 €. Donc si on est parfaitement raisonnable et de bonne foi, il y a un sujet de charge dans notre pays. Et pour revaloriser l'heure de travail, nous avions défendu une mesure que je crois est une mesure de bon sens. D'abord, moi, je suis attaché aux heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées, parce que je crois que ça valorise l'effort, que ça valorise le travail. Mais je pense aussi nécessaire de permettre aux chefs d'entreprise qui le souhaitent et qui ont la possibilité de le faire, encore une fois de manière totalement libre, d'augmenter les salaires de leur entreprise de 10%, à la condition que ces 10% soient exonérés de cotisations patronales. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont extrêmement peinés de ne pas pouvoir augmenter leurs salariés, qui sont pénalisés aujourd'hui par une inflation à la fois alimentaire et énergétique qui est de plus en plus importante. Et je pense que, encore une fois, dans une logique gagnante-gagnante avec les chefs d'entreprise, il faut leur laisser la possibilité d'augmenter les salaires avec cette contrepartie que cette petite hausse de 10% soit déchargée. Donc voilà, moi je crois dans le travail, mais je ne crois pas dans ces mythes qu'on nous vend depuis 40 ans, qui visent à expliquer que dans une Union européenne, dont bientôt la frontière va être en Irak, parce que je vous rappelle que la demande d'adhésion de la Turquie est toujours en cours. Il y a 9 demandes de préadhésion avec des pays qui, évidemment, ne respectent aucun des standards qui sont imposés aux économies de l'Europe des 6 et de l'Europe des nations qui ont été moteurs dans la construction européenne. Je pense qu'il faut revenir à un peu de raison, un peu de bon sens et surtout un peu de pragmatisme. Tout ce qui est nécessaire, me semble-t-il, à faire fonctionner une bonne économie. On va... Si on prenait quand même 2-3 questions... Oui, mais alors, tu vois, si je ne leur pose pas la question sur la défense européenne, si je ne leur pose pas la question sur l'immigration choisie, et si je ne leur pose pas la question sur la politique agricole commune, vous allez me dire, mais à quoi vous servez? Et je vous donne comme modèle Marion Maréchal, qui a répondu contre à une question, ou pour. Oui. Si je vous les pose ces questions, répondez très Alors, je suis d'accord, on pourrait répondre par oui ou par non. Sur la PAC, politique agricole commune, souhaitez-vous maintenir la PAC en l'état? Oui ou non? Ou la réformer. Allez, on commence par Jean Bardella au bout de la table. Je veux la réformer. Bon, je pense que la nouvelle PAC qui légalise les aides d'État et qui permet aux États membres d'organiser le budget de leurs subventions sur leur propre territoire est une bonne chose. Maintenant, la réalité, c'est que nos agriculteurs ne veulent pas vivre de manière permanente d'aide, mais ils veulent pouvoir vivre de leur travail. On la maintient en l'état parce que c'est un moindre mal, mais on fait en sorte qu'ils soient protégés de la concurrence internationale déloyale. On simplifie les normes et on se débarrasse d'une partie des normes environnementales qui sont contre-productives aujourd'hui et on leur permet d'avoir un salaire digne. François-Xavier, voilà. Très vite, oui ou non? Elle ne sera pas maintenue en l'état parce qu'il y a sur la table une proposition de réforme en cours qui est pour le coup très bonne et qu'on demande depuis très longtemps, donc ça c'est le point important. Et par ailleurs, le vrai grand problème, c'est d'abroger pour le coup la stratégie Farm to Fork qui organise la décroissance agricole de l'Europe et qu'on dénonce depuis son apparition. Oui. Il faut clairement la réformer parce qu'aujourd'hui, elle ne protège plus nos agriculteurs. Merci beaucoup. Il faut la réformer pour qu'on n'ait pas forcément des primes à l'hectare, mais qu'on ait une agriculture beaucoup plus qualitative. Il nous faut des clauses miroirs et la réforme proposée actuelle, la semaine prochaine, je crois qu'on la vote, ne va pas, à notre sens, dans le bon sens. Merci. Il faut bien sûr la défendre. C'est ça qui fait en sorte que nous ayons encore une agriculture forte en France, même s'il y a là évidemment beaucoup de difficultés, et ça dépend des secteurs, mais beaucoup de difficultés, il faut continuer à la défendre. Je rappelle que la PAC, c'est le premier budget de l'Europe, et donc nous disperser les Français par rapport à la PAC, pour moi, est suicidaire. Marion Maréchal. Je me suis fait avoir une fois, donc du coup maintenant je réponds plus longuement.
Je considère qu'il faut revoir les objectifs de la PAC et revenir non pas à des objectifs de verdissement aujourd'hui qui contraignent de manière excessive pour des raisons écologiques l'accès à ces aides, mais revenir à un objectif de souveraineté alimentaire. Évidemment, en parallèle de ça, pour très rapidement, le sujet des agriculteurs, c'est bien sûr celui des normes, c'est celui des interdictions de produits phytosanitaires sans solution, c'est celui de la concurrence déloyale et c'est celui de la fiscalité. On n'en parle pas beaucoup, mais ça aussi, ça joue sur la compétitivité. Et pour conclure, oui, en effet, il faut lutter contre le pacte vert et notamment cette stratégie de décroissance agricole qui, je le signale, n'est pas annulée, mais reportée. Donc je ne peux que souhaiter que la majorité d'Ursula von der Leyen ne soit pas reconduite. Gilles Maintré. Il faut la simplifier. On a transformé les agriculteurs en bureaucrates. Ils prennent en moyenne 1 à 2 journées par semaine à remplir 40% de leur temps de travail. Voilà. Et deuxièmement, il faut la décentraliser. On a décentralisé une partie aux régions. Le gouvernement d'Emmanuel Macron l'a recentralisé sur le FEADER. C'est à nouveau l'État qui le fait. Et il faut aller plus loin que les régions. Il faut que ce soit au niveau des départements pour qu'un agriculteur sache à qui s'adresser, puisse poser ses questions, puisse avoir un accompagnement. Aujourd'hui, dans une bureaucratie folle qui fait que les agriculteurs sont perdus. Et c'est ça l'orientation. Mounir Satouri. Nous avons voté contre cette PAC actuelle. La seule motion de renvoi au moment du vote qui a été déposée et qui n'est pas passée, c'était la nôtre. Et oui, il faut la changer en profondeur. Hélène Thuy. Alors oui, évidemment, il faut la changer en profondeur pour retrouver notre souveraineté alimentaire qui est complètement compromise. Le modèle agricole actuel est mené depuis des décennies, nous mettre dans le mur. Donc il faut amorcer une végétalisation de l'alimentation. Il faut mettre fin à l'élevage industriel et intensif. Je voudrais dire que par rapport à ça, l'élevage industriel et intensif ne produit pas de la nourriture, il en gaspille. Il faut que ça soit très clair quand on parle de souveraineté alimentaire. Il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire de l'élevage industriel et intensif, on va nourrir tout le monde. C'est faux. Nous ne pouvons pas nourrir tout le monde avec une souveraineté alimentaire en continuant l'élevage industriel intensif pour la bonne et simple raison que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales. Donc, il faut mettre fin à ce mode d'élevage. Pour information, 95% des cochons sont élevés en élevage industriel, ça veut dire dans des bâtiments, sur des caillebotis, sans foin, sans enrichissement du milieu, enfermés, entassés les uns sur les autres, avec des développements gravissimes de maladies. Il faut aussi rappeler que les élevages intensifs sont des foyers à pandémie, future pandémie, et donc que le fait de prévenir, j'ai eu moins de temps que les autres, et c'est un sujet majeur. La question des pandémies, on l'a tous vécu pendant le Covid et plus encore en tant que chef d'entreprise. La question de la gestion et de la prévention des pandémies, elle est fondamentale, évidemment sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique. Et la prévention d'une crise sanitaire, ça coûte 100 fois moins cher que de la gérer une fois qu'elle est là. Et on sait que les élevages intensifs sont les foyers des futures pandémies. C'est l'ère des pandémies, c'est l'IPBES qui le dit. Donc on arrête cette agriculture mortifère qui réduit à néant les individus animaux, qui ne permet pas aux agriculteurs de s'en sortir. Ils vivent dans des situations catastrophiques. Ils sont esclavagisés avec des contrats d'intégration, des coopératives et des filières. Et on n'arrive même pas à nourrir toute la population française. Donc, végétalisons l'alimentation et nous pourrons nourrir tout le monde avec de l'alimentation française de bonne qualité et locale. Bon, comme ça. Merci. Alors, dans tous les sens, j'ai des messages en me disant qu'il faut passer aux questions de la salle. Donc, je vous propose de considérer que la question sur la défense européenne et son financement n'est pas importante. On n'en parlera pas. Et on va poser la dernière question que Sophie et moi posons. C'est une critique très violente, ça. Ouais. Immigration choisie, Sophie. On ne peut pas ne pas leur poser la question de l'immigration choisie au niveau européen. Je n'ai pas dit qu'on posait plus de questions. J'ai dit qu'on laissait la salle poser 2-3 questions et puis après, on peut poser les nôtres aussi. Il n'y aura plus d'après. Bon, immigration choisie. C'est l'homme qui décide. Oui, un peu. Voilà. Immigration choisie, et je vous propose de donner la parole à Aurore Laluc, puisque j'ai donné la parole en premier à chaque fois à une femme, et donc vous avez cette occasion-là de démarrer sur ce sujet. Immigration choisie au niveau européen, oui, non? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que le vrai danger aujourd'hui, et je suis désolée de le rappeler, c'est la question de ce qui se passe en Ukraine. Donc la question, le fait de sauter la question de l'Europe de la défense... Non, c'était une boutade, vous doutez bien que... C'était une boutade, c'était évidemment une... Mais je redis, nous sommes pour une Europe de la défense et il va falloir la financer. Parce qu'en fait, le risque aujourd'hui, certains nous font miroiter un risque de grand remplacement, etc. Non, là, le risque, c'est Poutine, c'est ce qui se passe. Europe de la défense, oui. Je finis là-dessus, il ne s'est jamais arrêté, il ne s'arrêtera pas. D'accord ? Europe de la sur défense, la question... immigration choisie. Merci.
Et c'est ça notre vrai danger aujourd'hui. Sur la question de la migration, juste, on reprend les sauvetages en Méditerranée déjà. L'Europe, ne se définit pas que par ses frontières. Elle se définit par ses principes politiques, par ses valeurs, par son histoire. On sauve les gens. Les gens qui viennent ne viennent pas par envie. Quand on met ses enfants, je finis, dans des canaux de sauvetage, pardon, hein, c'est par plaisir. Votre propos est très clair. Madame. Oui, sur la guerre en Ukraine, 2 mots. Pour nous, c'est pas notre guerre. Une guerre, elle se fait en règle générale pas pour des valeurs, elle se fait pour des intérêts, souvent donc économiques. Donc pas l'Europe de la défense. Et pour l'immigration ? Sur l'immigration, c'est très simple. Il n'y a pas de débat sur la façon qu'il faut le besoin de réguler évidemment les migrants. Il n'y a aucun problème à l'échelle européenne évidemment. Mais moi, je lie essentiellement la question migratoire à l'économie. Quand il y a une économie qui est en pleine croissance, permettez-moi de développer. Il n'y a pas de problème d'immigration. Il y a une intégration par le travail et par l'éducation. Et c'est une fille d'un ouvrier Alstom immigré qui vous le dit et qui est aujourd'hui chef d'entreprise. L'immigration aujourd'hui, elle est aussi, et moi je voudrais sortir de cette hypocrisie. Aujourd'hui, l'immigration, elle sert aussi notre économie. Qui sont les chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'ont pas de problème de recrutement? Qui sont les chefs d'entreprise qui ne font pas appel aux jeunes migrants dans le cadre de l'apprentissage? J'aimerais qu'on me sorte les chiffres. Il y a 830 000 apprentis en France. Combien il y a de migrants? Chez moi, j'en ai 5. François-Xavier Bellamy. Donc, défense européenne et immigration choisie. Défense européenne, en un mot, le défi géopolitique, il est immense. Ce n'est pas d'ailleurs seulement la question de l'Ukraine. On voit que la guerre revient aux portes de l'Europe partout. Le vrai sujet pour l'Europe, c'est de relancer son industrie de défense dans nos pays, parce que c'est par là, et seulement par là, que l'Europe peut apporter une valeur ajoutée à nos forces armées nationales qui resteront les piliers de notre modèle de sécurité. Mais on envoie des soldats français en Ukraine ? De toute façon, personne ne pense sérieusement envoyer des soldats français en Ukraine. C'est un débat de diversion qui est lancé. Le président de la République. Non, le fait est qu'il suffit de regarder les réactions européennes, y compris au sein de l'OTAN, pour savoir que personne ne prend au sérieux cette idée. Immigration choisie ? Sur la question migratoire, aujourd'hui, il n'y a aucune immigration choisie. L'immigration, elle est subie. Et en réalité, l'illusion parfaitement cynique d'ailleurs, selon laquelle on pourrait pallier notre déficit démographique par le fait de faire venir une force de travail étrangère pour faire tourner nos entreprises, cette idée-là est en réalité une fiction. Et c'est l'idée qu'on nous vend depuis très longtemps. Et non, mais ce qu'on a aujourd'hui surtout, c'est déjà l'incroyable fragilisation de notre modèle économique et de notre modèle social à cause de cette fuite en avant. Le fait est qu'aujourd'hui, ça c'est un clivage qui nous oppose de manière très forte. Quand avec le PPE, on a déposé des amendements pour faire en sorte que le budget européen puisse financer des infrastructures physiques de protection des frontières extérieures de l'Europe, la gauche, les Verts, les macronistes s'y sont opposés de manière déterminée. Et aujourd'hui, on voit bien la nécessité de sortir de cette situation où nous subissons. Vous disiez, Aurore Lalucq, que l'Europe ne se définit pas par ses frontières. Aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que nous n'avons tout simplement plus de maîtrise de nos frontières. Donc le grand défi, il est évidemment là. On rappelle que le patron de Frontex a rejoint la liste du Rassemblement national. Jordan Bardella. Bon, la guerre en Ukraine bien dans le micro. Évidemment un événement absolument majeur qui a ramené la guerre aux portes de l'Europe. Moi, je l'ai dit de manière très claire, je suis opposé à l'idée d'une armée européenne, parce que je refuse que Mme van der Leyen puisse prendre la décision un jour d'envoyer des soldats français risquer leur vie et verser leur sang. Je pense que c'est de la prérogative exclusive des États. Maintenant, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des logiques d'achat communes avec les différents États membres, à condition qu'on n'achète pas américain, mais qu'on achète européen et accessoirement qu'on achète français, et qu'on profite, parce que je crois que dans chaque crise, il y a une opportunité pour reconstituer nos stocks stratégiques et pour évidemment relancer notre industrie de défense en remettant sur le devant de la table le concept de souveraineté et d'autonomie. Immigration choisie ? Oh bah écoutez, ma position sur l'immigration, vous la connaissez. Je pense que l'immigration est un défi existentiel qui menace aujourd'hui notre identité, notre sécurité et l'équilibre des comptes publics. Moi, je vais vous dire, j'aime bien un modèle qui est la Suisse. Parce que précisément, la Suisse a fait le choix d'une montée en gamme de son économie, qui s'accompagne de manière avec un corollaire qui est celui de l'augmentation de ses salaires. Et plutôt que de faire le choix d'une immigration de violence, comme l'ont fait beaucoup d'États européens, la Suisse a fait le choix d'une immigration de croissance. Et la Suisse a décidé de ne faire venir que les cerveaux qui sont nécessaires au fonctionnement de l'économie suisse. Si c'est ça l'immigration choisie,
écoutez, je pense que ça peut répondre de manière temporaire à des besoins de nos chefs d'entreprise. Mais pour tout le reste de l'immigration, je crois que vous connaissez mon point de vue et vous connaissez ma conviction parce que je pense que c'est une question existentielle pour notre avenir comme peuple. Merci beaucoup. Sylvain Maillard. Merci beaucoup. Sur l'Ukraine, je crois que c'est notre honneur et notre intérêt de se battre pour l'Ukraine, de se battre aux côtés de l'Ukraine, en tout cas d'apporter le matériel qui leur permette de se battre. La question, c'est la défense européenne. Non, mais je dis parce que je pense que c'est important de parler de l'Ukraine. On ne va pas faire un débat sur l'Ukraine. Je parle du matériel. Et deuxièmement, on a voté une loi de programmation militaire depuis quelques années qui se met en charge et qui n'a jamais été aussi ambitieuse puisque nous avons atteint plus de 2% de notre PIB pour le développement de notre industrie de défense. Et évidemment, il faut acheter du matériel français, évidemment du matériel européen, et c'est tout le combat que nous menons. Sur asile et immigration, évidemment, nous avons voté... On n'a pas parlé d'asile, on a parlé d'immigration choisie, mais allons-y pour l'asile. Oui. C'est la politique de l'Union européenne. Nous sommes évidemment extrêmement favorables, et il n'y a pas de politique européenne, il n'y a pas de politique française qui fonctionne. Nous avons voté, j'ai porté, moi, le projet de loi immigration. Rapidement. Il n'y a pas de projet français qui fonctionne s'il n'y a pas un projet européen qui marche. Et donc, nous l'avons toujours dit, c'est deux briques. Il y a évidemment l'immigration, le projet de loi immigration en France, enfin la loi française, et puis la loi européenne. Et je voudrais juste dire une chose. Il n'y a aucune entreprise, je vous regarde tous, aucune entreprise en France qui fonctionne sans immigration. Aucune. Vraiment, aucune entreprise, une PME qui fonctionne sans étrangers. Aucun hôpital français ne fonctionne sans étrangers. Et il y a 5 millions de chômeurs. Aucun hôpital. C'est pour ça que nous montons en gamme. Il faut plus de formation et d'accompagnement et réforme l'assurance chômage. Mais attention de pas de vieille lune. On a besoin d'immigration. On a besoin d'immigration, mais d'être attentif. Et c'est pour ça que nous avons voté cette loi immigration. Merci Sylvain Maillard. Marion Achal. Alors très rapidement, moi je n'attends pas que l'Union européenne s'occupe des politiques d'accueil de l'immigration. Moi ce que j'attends de l'Union européenne, c'est qu'elle protège nos frontières. Voilà quel doit être son rôle selon moi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne souhaite pas qu'elle puisse par exemple avoir un droit de regard sur le regroupement familial comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne souhaite pas qu'elle puisse avoir un droit de regard sur le droit d'asile tel qu'elle le lit aujourd'hui, dont le périmètre devrait être largement revu. Je crois qu'à l'inverse, son rôle, c'est précisément de financer des barrières physiques lorsque les gouvernements le souhaitent, c'est de financer des hotspots à l'étranger pour qu'on puisse avoir des études de demande d'asile, notamment à l'extérieur de nos frontières, c'est d'aller vers des accords avec les pays de départ, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Tunisie et avec l'Égypte qui sont en cours, c'est organiser un Schengen qui soit dorénavant réservé aux Européens et non plus aux non-européens. Bref, c'est d'avoir aussi une politique telle que Frontex, qui ne soit pas simplement aujourd'hui une organisation qui facilite et accompagne le travail des passeurs de migrants, mais qui soit véritablement un organisme de protection. Défense européenne. Et enfin, sur la défense européenne, moi je suis opposée à l'idée d'une armée européenne qui implique mécaniquement une diplomatie européenne. J'entends même certains groupes défendre l'idée d'un ministère des Affaires étrangères européen. Je crois qu'il est tout à fait nécessaire pour nous de garder la singularité de la voix française et notre liberté de ce point de vue, et tous les investissements et les sacrifices qu'ont fait les Français pour construire leur armée française, qui est la meilleure en Europe. Et pour conclure, le véritable enjeu sur la question de défense, c'est de produire européen en effet. Donc la question est de savoir comment on facilite et on augmente les commandes publiques, quitte à avoir en effet des commandes groupées, si tant est que ces commandes aillent vers des commandes européennes. Et je dis, puisqu'on parle toujours de souveraineté sur ces sujets-là, l'un des grands enjeux, c'est par exemple de savoir comment on fait pour lutter contre le droit supranational américain qui aujourd'hui se permet, lorsqu'il y a des composants américains, d'avoir un droit de regard sur les exportations de notre industrie de défense à l'étranger. Ça, c'est un véritable enjeu de souveraineté. J'attends l'Union européenne là-dessus. Merci beaucoup. Gilles Maintré. Alors, sur l'Ukraine, il y a évidemment un enjeu stratégique fondamental pour l'Union européenne. L'Ukraine est européenne, a vocation à devenir européenne, et bien sûr, c'est la question de l'adhésion. Il faudra poser la question au peuple aussi. Il faudra un référendum. Ce n'est pas la question pour l'instant, ça sera dans 10 ans, mais c'est important. On parlait du déficit démocratique. La défense européenne, aujourd'hui, c'est de pouvoir financer des armes pour l'Ukraine. Et là, que fait la France ? On crée un faux débat sur envoyer des troupes en Ukraine. On prend nos partenaires à défaut, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, alors qu'on nous demande des missiles.
qu'on ne fournit pas. On est avant-dernier, comme vous savez, dans le classement de Kiel. La République tchèque a proposé 800 000 obus, l'Allemagne en finance 200 000. Où est la France? Donc c'est ça l'enjeu. Maintenant, sur l'immigration. Immigration choisie, évidemment, comme toutes les grandes économies du monde, il faut que nous puissions attirer les talents. Mais ça ne résoudra pas le problème de l'immigration, parce que le reste de l'immigration n'est pas choisi. L'asile. Oui, mais je réponds sur l'immigration. Il faut qu'on ait deux jambes. Il faut qu'on ait une jambe au niveau européen pour avoir des frontières qui soient solides. Et nous, on propose un Frontex des mers, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une force publique pour faire respecter le droit des mers. Mais tous ceux qui disent qu'on va renationaliser, donc et que parce qu'on met des gendarmes à 26 000, on va y arriver, ça ne fonctionnera pas. Aurore Laluc qui dit on va les repêcher, vous repêchez pas les... Mais on les repêche, bien sûr. Le droit des mers, c'est repêcher ceux qui sont en difficulté, mais c'est aussi les ramener vers les rives les plus proches. Mais la deuxième jambe, c'est le droit à ne pas émigrer. Il faut aussi de l'accompagnement au développement. Et là aussi, critique de la France, quelles sont les deux mesures qui ont été supprimées là par les rabots budgétaires? C'est la recherche et développement et c'est l'aide au développement qu'on devrait appeler accompagnement au développement. Eh bien, on est fou parce que si on n'aide pas les pays à se développer, bien sûr qu'ils viendront. Merci beaucoup. Mounir Satouri et Hélène Touy. D'abord, j'ai un train, donc après la réponse, je vais écouter Madame Touy, après je vais y aller. Europe de la défense, oui. Mais l'Europe de la défense ne suffit pas à nous protéger aujourd'hui. Et donc moi, j'appelle à une émancipation des Européens au sein de l'OTAN. Moi, je pense qu'on ne peut pas sortir de l'OTAN maintenant, mais il faut qu'on arrête. Il y a un projet d'une force d'intervention de 5 000 hommes. ELV. Il faut qu'on s'entraîne plus souvent ensemble. Il faut qu'il y ait une plus grande interopérabilité. Mais il faut qu'on ait une émancipation de l'OTAN pour qu'on arrête de subir la lecture du monde des États-Unis quand on est en désaccord. Donc, Europe de la défense, oui, et on la construit, et en plus ça nous fera faire des économies, c'est on achète et on vend entre Européens. L'Ukraine, oui, c'est notre honneur de soutenir. Moi, je suis assez mal à l'aise de la position de la France, je dois le dire aux collègues qui représentent la majorité. La France n'est au rendez-vous ni au niveau de ses engagements financiers, ni au niveau de la livraison des armes, et le président de la République gesticule en proposant d'envoyer des troupes. C'est pas à la hauteur, c'est pas sérieux. Et vous avez offert un cadeau terrible à Poutine, c'est la division des Européens dans cette affaire. Immigration. En vérité, on va pas se cacher, l'immigration choisie, elle existe. Quand des étudiants étrangers finissent leur master et que dans le cadre de leur stage, l'entreprise leur propose de continuer à travailler parce qu'ils apportent, ils ont les papiers, ils restent en France. En fait, mais je le dis quand même. En fait, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait des pauvres? Qu'est-ce qu'on fait des pauvres qui pensent qu'ils prennent moins de... Je termine. Qu'est-ce qu'on fait des pauvres qui ils ont la conviction profonde qu'en restant, ils prennent plus de risques pour leur vie que de monter dans un radeau de fortune pour se sauver? Eh ben, on fait du co-développement, on arrête de soutenir les dictateurs, on arrête de soutenir Sisi, on arrête de soutenir Kais Saied, on arrête dans notre politique de développement de ne voir que l'intérêt des entreprises européennes et on fait en sorte que les gens aient de quoi vivre paisiblement chez eux. On n'a qu'une planète et nous sommes tous des êtres humains. Et tout le monde dans le débat public est tétanisé par la théorie de l'extrême droite, du grand remplacement, et nous y avons perdu nos valeurs et notre humanité. Je ne me satisferai jamais de cela. Hélène Touy pour conclure, et après les questions de la salle. Oui, deux réponses. D'abord sur la question de la défense et la question de l'Ukraine. Évidemment, la question fondamentale, c'est de maintenir la paix et en tout cas de l'assurer et se donner tous les moyens. Donc évidemment, il faut soutenir l'Ukraine. La question de la défense européenne, c'est une question qui est fondamentale et qui va engager tous les peuples de l'Union européenne. Et donc c'est une question sur laquelle nous considérons effectivement que la démocratie doit pleinement jouer et sur lesquelles les citoyennes et les citoyens français doivent être interrogés, informés d'abord et interrogés pour se positionner. Il faut ramener de la démocratie, c'est fondamental sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Sur la question de l'immigration, on ne peut pas traiter... Alors d'abord, première chose, en tant qu'animaliste, nous sommes d'abord des humanistes qui ont élargi le champ de notre considération. Donc ça veut dire que nous, on ne restreint pas notre considération, on l'a élargi évidemment aux humains et on va au-delà aux animaux. Donc oui, les valeurs fondamentales d'humanisme, de respect des individus, elles sont fondamentales. Sur l'immigration, on ne peut pas déconnecter, décorréler la question de l'immigration d'autres sujets, et notamment la question du changement climatique et de l'immigration climatique. Parce que c'est aussi un vrai sujet, et un sujet qui va se développer dans les années à venir. Donc oui, il faut mettre en place des mesures pour
pour enrayer ce changement climatique. Juste pour rebondir sur la question de la PAC, l'élevage, c'est 15% des gaz à effet de serre. Donc, rien vouloir faire sur l'élevage, la PAC et se plaindre de l'immigration climatique qui va arriver, c'est hypocrite. Mais donc, sur le sujet de l'immigration précisément, indépendamment de l'immigration climatique, nous, on est pour le respect des droits humains. Et sur la question de l'immigration, notamment de la question climatique, il faut prendre des mesures pour éviter que les gens soient contraints de quitter leur pays. On ne choisit pas, la plupart du temps, de quitter son pays. On le fait contraint et forcé. Et dans le respect de nos droits humains et de nos valeurs fondamentales, on doit à la fois les accueillir, mais prévenir aussi les départs en aidant à des conditions de pays correctes. Merci beaucoup, Hélène Touy. Ils ont réussi à répondre aux 2 questions qu'on n'avait pas posées. Voilà. Je cède la parole à Joseph. Oui, on va laisser la parole à la salle. Je cède la parole à Joseph Taillefer. Je voulais juste, s'il vous plaît, dire que d'abord, vous pouvez indiquer la personne à laquelle vous voulez poser votre question. Oui. Vous n'êtes pas tous forcés de répondre de façon à laisser plus de questions à la salle, si vous êtes à peu près d'accord à ce qui a été dit. Donc, merci d'avoir des questions très courtes. Oui. Et des réponses très courtes. Il est 10h24, on est censé ne pas dépasser 10h45, donc ça vous donne une idée de l'enjeu. Joseph Taillefer pour Place d'Alliance. Le micro va être ouvert. Ne vous bougez pas, le micro est ouvert. Allez-y. C'est bon. Joseph Taillefer, secrétaire général de Place d'Alliance. Alors, Place d'Alliance, on ne regroupe pas que des entreprises de la plasturgie, on regroupe également toute entreprise qui utilise du plastique, et notamment également les agriculteurs. Nous avons d'ailleurs à notre table l'honneur d'avoir le plus grand producteur de haricots français. Il y a le 22 mars dernier, le Premier ministre a sorti une circulaire pour indiquer que l'administration française ne respectait pas le droit de l'Union européenne, que de plus en plus la France se retrouve attraite devant les juridictions européennes pour ne pas appliquer le droit européen. Hier, je me retrouvais au Conseil d'État avec justement notre adhérente concernant un décret français, qui est un décret qui souhaite interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Et le ministère de l'écologie a dit tout simplement, on savait qu'on ne pouvait pas prendre ce décret, on n'avait pas le droit, mais on l'a fait quand même, malgré que Bruxelles, en décembre dernier, a demandé de ne pas le prendre. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite savoir, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun problème avec l'Europe. Ce que je souhaitais savoir, c'est est-ce que vous communiquez avec, alors, en ce qui concerne M. Maillard, c'est déjà national, mais au niveau de vos formations politiques nationales, pour leur expliquer aujourd'hui qu'il y a un ordre européen à respecter, qu'aujourd'hui, sur beaucoup de domaines, contrairement à ce qu'on nous dit, l'Europe n'est pas oppressante, et qu'aujourd'hui, énormément, on va dire, d'ordre de transposition et d'application sont le fait des politiques françaises ou parfois des élus nationaux. Est-ce que vous avez ce genre de communication avec vos élus du terrain en France? Alors, 3 réponses. Jordan Bardella qui a levé la main en premier. Je plus sois, et d'ailleurs, ce que vous parlez... Ouais, vous rajoutez un moment. Loïc Le Floch-Prigent. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont en difficulté, qu'elles soient agricoles, industrielles ou énergétiques. On ne parle pas des autres. La question fondamentale, c'est que le pacte vert qui a été élaboré au cours des dernières années est un pacte vert de décroissance. Nous avons le sentiment, tous, autour de l'industrie et de l'agriculture, que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est au contraire la croissance qu'il faut jouer. Alors, disons que ce qui est dit de la politique par ce que vient de dire Joseph est exact, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des considérations françaises qui conduisent à dire bah, tiens, je vais faire ça, ça va être bien. Bon, là, le dernier coup, c'est sur la poêle thémale. Ah, tiens, mais c'est pas mal, on va faire un petit moment. Non, le problème que je pose est le suivant. Alors, il y en a qui ont déjà répondu, mais je voudrais qu'on réponde clairement. Un pacte de vert qui a été imaginé dans une période où on imaginait également qu'il y avait des décroissances. Dans le moment actuel, alors qu'on veut croître, qu'on veut produire plus et travailler plus, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question fondamental le pacte vert? En ce qui nous concerne, nous, entreprises de production agricole, énergétique et industrielle, disons que si nous ne remettons pas en cause fondamentalement le pacte vert tel qu'il existe, nous sommes morts. Jordan Bardella a levé la main en premier. Voilà. Bien, sur la question agricole, on a eu le même sujet que les néonicotinoïdes. C'est-à-dire que la France fait du zèle. Même quand il y a des dérogations européennes qui sont permises en matière de justice sur les néonicotinoïdes, la France l'applique quand même. Donc vous avez raison
l'Union européenne est parfois oppressante, mais la France l'est encore plus quand elle surtranspose à outrance les directives européennes, premièrement. Deuxièmement, je suis favorable à l'abrogation du pacte vert ainsi que de la stratégie de la ferme à la fourchette. Parce que je pense que la baisse de nos productions, comme la baisse du nombre de cheptels, va se traduire par une augmentation de nos importations, par un affaiblissement de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire de la France, et donc mécaniquement par une dégradation de la qualité de ce que les Français ont dans leurs assiettes. Et je dis juste qu'en réalité, le 9 juin, c'est un choix plus qu'au-delà de partis politiques entre l'esprit de puissance et la croissance que nous portons, avec d'autres, mais que nous portons, et la décroissance. Samia Jabert. Oui, la France est trop bonne élève, et pour ne pas dire plus. Je vous donnerai 2 exemples. Le marché de l'électricité. Le Portugal et l'Espagne en sont sortis. Oui. Et nous avons mis du temps à l'allumage pour dire qu'il y avait un gros problème. Pourquoi le pays qui a l'électricité la moins chère, parce qu'elle a fait le choix passer de faire du nucléaire, voilà, l'élément central de l'énergie qu'elle produisait, souvent d'ailleurs à contre-courant de tous les autres pays européens, nous avons du coup payé une électricité qui coûte beaucoup plus cher parce que nous avons simplement accepté l'indexation du prix de l'électricité au gaz dans une période où le gaz s'envolait. Deuxième exemple, c'est l'Ukraine. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons fait le choix de l'aider. Aujourd'hui, on a multiplié par 100 l'importation des volailles, on a multiplié par 2000 l'importation du sucre ukrainien. Les pays d'Europe de l'Est, eux, ont vite vu qu'il y avait un problème. Ils ont dit attention, on ne peut pas, ça va complètement déstabiliser notre économie et notre agriculture. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Bon, ben, vous allez être exonérés. Par contre, nous, Allemands, Italiens, Européens, Mais pour arriver à cette conclusion, il faut avoir l'honnêteté de prendre en compte que notre modèle actuel agricole, il nous amène vers le mur. Il n'a répondu à aucun des objectifs, que ce soit des revenus décents pour les agriculteurs, que ce soit une alimentation de qualité pour les citoyennes et les citoyens, que ce soit une protection de l'environnement ou que ce soit un revenu décent pour les agriculteurs ou l'accès à une alimentation pour tous les Français. Je rappelle quand même qu'un tiers des Français ne mangent pas à leur faim. Donc oui, il faut continuer sur le pacte vert qui a été suspendu. Je voudrais aussi réagir à la question de la surtransposition qui est beaucoup évoquée, mais qui n'a aucune pertinence juridique. Surtransposition, ça ne veut rien dire. Vous avez une directive les mesures qui sont adoptées sont toujours dans le cadre de la directive et de ce que permet l'Union. Donc la surtransposition, ce n'est pas vrai. Et d'abord, ce qui est souvent oublié, c'est que souvent, et notamment en matière agricole, c'est aussi au bénéfice de la France. Un exemple, par exemple, en matière de production de porc, la directive porc sur la question de la codectomie, de la coupe des queues, qui empêche le cannibalisme, donc le fait que les animaux se mangent entre eux dans ces élevages intensifs, 95% de la production de porc en France. Donc en France, on continue à faire la codectomie de façon systématique, alors qu'on a cette directive qui, normalement, l'interdit de façon routinière. La Finlande, elle, a pris une mesure que certains diront de la surtransposition et ont interdit purement et simplement la codectomie. Et du coup, ils se retrouvent, la Finlande, eux, discriminés, en tout cas de leur point de vue, par rapport à la France. Donc, Aurore Laluc. C'est pas tout à fait exact. Aurore Laluc, François-Xavier Bellamy. Je vais devoir partir, malheureusement, parce que je suis arrivée à l'heure, je dois partir à l'heure. Le mot de décroissance n'existe pas au niveau européen. Il n'est dans aucun texte. Donc déjà, arrêtons de raconter ce genre de choses. Ensuite, moi, je vais vous dire quelque chose. On ne fera pas de business sur une planète morte. Déjà... l'assurance. On est capable d'assurer un monde et donc une économie sur une planète qui fait plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et sans assurance, par ailleurs, il n'y a pas d'économie qui fonctionne. Hein. Donc la question environnementale, il va falloir à un moment l'intégrer, c'est essentiel. Et puis par ailleurs, on ne va pas pouvoir se plaindre qu'on laisse les green tech à la Chine et aux États-Unis si nous, on n'est pas en train de faire notre révolution industrielle verte. Ensuite, je finis. J'ai été en usine, donc là où j'ai oublié mes lunettes, récemment. Et vous savez ce que m'ont dit les entrepreneurs? Vous ne revenez pas sur le Green Deal, hein, parce que nous, on est en train de se convertir et on est en train de se remettre au photovoltaïque. Donc, s'il vous plaît, vous ne revenez pas. Ce sont des propos d'entrepreneurs. Je finis juste sur quelque chose sur le marché de l'électricité européen. Non, le Portugal et l'Espagne ne sont jamais sortis. Il y a un seul pays
pays qui est sorti. Ça s'appelle la Grande-Bretagne avec le Brexit. Cet marché européen, il n'était pas du tout bien fait, mais on a décorrélé, là aussi c'est faux, des prix du gaz, la question de l'électricité. Et ensuite, soyons clairs, hein, si on est pro-russe et si on ne soutient pas l'Ukraine, bah alors on soutient le gaz et on soutient ce qui a mis nos entreprises et ce qui a mis l'Europe dans une société excessivement difficile. Être pour les renouvelables et avoir un mix énergétique avec le nucléaire aujourd'hui, c'est ce qui nous protège de Poutine et de Trump. François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal. On a encore 2 questions à la salle à passer. Si les dérèglements climatiques doivent conduire à cause des émissions de carbone à ce qu'on soit demain sur une planète morte, c'est clairement pas l'Europe qui en sera responsable. Et aujourd'hui, en tous les cas, pas la production européenne et les entreprises européennes. Aujourd'hui, le vrai sujet des émissions de carbone, et c'est ça la grande myopie de la politique européenne, il est à l'extérieur de nos frontières. Il y a 10 pays dans le monde qui font à eux seuls 2/3 des émissions de carbone. Un seul pays est européen, c'est l'Allemagne qui arrive en queue de peloton. La Chine a annoncé en 2022 qu'elle allait ouvrir 2 nouvelles centrales à charbon par semaine. Et ceux qui nous font croire qu'en faisant 0 émission en Europe, on va sauver la planète, trompent ou se trompent gravement sur la réalité du problème. La vérité, c'est qu'à la fin, on peut faire le net zéro, comme le veut la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à la reconduction d'Ursula von der Leyen. On peut faire le net zéro en Europe, mais c'est très facile de faire 0 avec 0 production, 0 croissance, 0 emploi, 0 énergie, 0 vie. Et à la fin, en réalité, tout ce qu'on s'interdit de produire, on s'apprête à l'importer. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est de rééquilibrer concrètement les conditions de concurrence. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur le pacte vert. Dans le pacte vert, il y a beaucoup de textes qu'on a combattus avec détermination. Nous, on propose une règle simple, c'est le principe de non-régression économique, tout ce qui conduit à la décroissance de l'Europe, parce que c'est une réalité. On doit s'interdire de le voter. Mais dans le pacte vert, il y a aussi, par exemple, le MACF, que je crois il faut compléter parce qu'il protège le marché européen pour la première fois et qu'il rétablit ses conditions de concurrence. Sur les surtranspositions, je ne sais pas si vous avez le sentiment que ça n'existe pas. Moi, j'ai sillonné le pays pendant 5 ans. J'ai un catalogue d'exemples absolument fabuleux de textes par lesquels la France se fragilise elle-même dans le débat européen et je crois que ça vaudrait le coup qu'on puisse en parler ensemble parce que je peux vous faire partager ces quelques expériences. Vous pourrez parler avec François-Xavier après. Marion Maréchal. Et après, ce sera Sylvain Maillard. 5 faux départs. Alors, je vais rapidement sur le pacte vert, je vais vous dire pourquoi je m'oppose à sa philosophie générale. Je considère, que ce pacte est irréaliste. Je le rappelle, moins 55% de gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030. C'est-à-dire qu'il faudrait passer, j'ai les chiffres là, de moins 1,5% à moins 5% par an, ce qui est évidemment insoutenable pour l'économie, sauf, en effet, à organiser la décroissance, ce que révèlent tous les rapports. 2, ce pacte vert est injuste puisque les valeurs de référence se font à partir des années 90 par chaque pays. Or, en France, dans les années 90, nous étions 2 fois plus vertueux que l'Allemagne. Nous émettions déjà 2 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à l'Allemagne grâce notamment au nucléaire. Et pourtant, nous avons les mêmes objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment terriblement douloureux, en particulier pour nous. 3, il est insoutenable financièrement, puisqu'un rapport Pisani-Ferry qui a été commandé par le gouvernement à travers France Stratégie révèle que cela coûterait 66 milliards d'euros par an, soit 2,2 points de PIB, et donc une augmentation potentielle de la dette de 25%. Et enfin, quatrièmement, il est inutile, puisque, ça a été rappelé à l'instant, il y a aujourd'hui dans le monde une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres continents. La France, petit rappel, 1% de ses émissions, l'Europe 9%. Et enfin, pour conclure, posons-nous les vraies questions. C'est un chiffre du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la moitié de l'émission des gaz à effet de serre en Europe et en France, ce sont les importations. Voilà, donc la seule question qui vaille, c'est comment on produit en Europe, et donc ce ne sera pas avec la décroissance. Sylvain Maillard et enfin Gilles Montreuil. Oui, il faut produire en Europe, et là on a un point commun, évidemment, et c'est ce que nous essayons de faire, et sur quoi nous avons accéléré, sur la réindustrialisation, sur les nouvelles technologies. Je parle entre autres des batteries, vous le savez. Mais d'une façon plus générale, évidemment, la croissance est indispensable. Nous prenons la croissance depuis 7 ans, la croissance, et une croissance verte, vertueuse, une croissance qui nous permet de monter en gamme aussi. Vous êtes tous et toutes des chefs d'entreprise. En permanence, vous êtes confrontés à un changement d'organisation, un changement autour de vous. C'est la compétition. Vous avez l'habitude de ça. La seule chose qu'il faut, c'est qu'on trace un cap très clair. Le cap, il est et de la croissance et qu'elle soit verte, vertueuse, parce que, je vais vous le dire aussi, parce que j'ai entendu tout à l'heure des chiffres totalement faux, 1/3 des Français ne mangent pas à leur faim. Enfin, je ne sais pas d'où sortait ce chiffre. Je veux dire une chose très simple. Moi, je remercie les agriculteurs parce qu'ils sont en train d'évoluer fortement. Beaucoup, évidemment, ont des vraies difficultés. On les accompagne et on va continuer, mais aussi, beaucoup sont en train de se transformer pour une amélioration de notre agriculture. Et
les changements, les transformations, vous les portez, vous, au quotidien. Il faut qu'on vous accompagne. Mais regardez ce qu'on a fait l'année dernière. Conclusion. La stratégie de réduction, vous savez, on va vers le zéro carbone. La stratégie, nous sommes dans la trajectoire. Il y aura encore beaucoup d'efforts à faire, mais nous sommes dans la trajectoire. Nous sommes en train de réussir. Nous sommes vertueux. Il faut arrêter de s'auto-flageller. J'ai entendu plein de choses. On a l'impression que la France est un pays horrible, terrible, qui n'a aucune ambition. Oui, nous avons de l'ambition. Oui, nous allons réussir tous ensemble. Et oui, nous comptons sur vous. Et on sait que, et si on se tient tous la main, on va y arriver. Gilles Maintré, merci d'avoir joué le jeu. Alors, Aurore Laluc n'est plus là, mais ça marche? Oui, parlez bien dans le micro et vite. Oui, mais la décroissance, effectivement, on en parle, elle est nulle part dans les textes, mais elle est partout dans les têtes, au niveau européen. Lorsqu'on se réjouit de la réduction des gaz à effet de serre et que dans le même moment, on ne s'alarme pas du fait que la croissance européenne soit à la traîne du monde, alors que les deux phénomènes sont évidemment liés, qu'on émet moins de gaz à effet de serre, aussi et principalement parce qu'on croît beaucoup moins vite qu'ailleurs, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la politique environnementale a pris le pouvoir à Bruxelles ? C'est parce que c'est une politique européenne, contrairement à d'autres politiques qui sont restées nationales. La politique énergétique, elle est nationale, et donc du coup, elle est devenue inféodée à la politique environnementale. Il faudrait que ce soit l'inverse. L'environnement, ce n'est qu'un des pieds de la politique européenne. Il y a aussi la stabilité des prix, enfin la compétitivité des prix, et il y a la sécurité des approvisionnements. C'est ça une politique énergétique. Et donc, on est devenu esclave d'une idéologie, et d'ailleurs, Aurore Laluc, Raphaël Glucksmann prône un protectionnisme écologique qui est une vision de la décroissance. Et maintenant, sur les normes et sur la surtransposition, là aussi, il faut une capacité. On a rajouté le centralisme parisien au centralisme bruxellois, ou l'inverse, au bruxellois au parisien. Il faut être capable de pouvoir appliquer, déroger localement à des normes. Là, vous prenez l'exemple des emballages plastiques pour les fruits et légumes. On peut prendre l'exemple de l'huile de lavande qui est qualifiée de produit toxique. On aurait pu parler des emballages de camembert, vous savez, en bois. Il faut qu'on ait la capacité. Le processus européen est tellement lourd et long qu'une fois que la directive est adoptée, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus revenir dessus. Il faudrait être capable, au contraire, d'abord d'expérimenter et ensuite d'adapter et de déroger. Le processus de débat sur les européennes est aussi long et complexe, Sophie. Je te rends la parole. Micro en régie. De faire ça très bien. La dernière question, toute dernière, et je vous demande à tous de répondre par oui ou par non. Benoît Perrin de contribuable Marion Maréchal Le Pen va donner l'exemple. C'est vraiment court, sinon je me fâche. Benoît Perrin, contribuable associé. Merci. Question très très courte. 1, vous savez tous, on est tous contribuables, puisqu'on paie tous des impôts tout au long de notre vie. 2, on a le record de prélèvement obligatoire, ça y est, on a plié le Danemark, on est premier en Europe. Et la question est très simple. Est-ce que vous vous engagez à ne jamais voter pour la création d'un impôt supplémentaire, donc au niveau européen, qui pénaliserait notamment les citoyens et naturellement les entreprises? Hélène Thuy. Non, je commence par ce bout-là de la table. Hélène Thuy. Rapidement. C'est oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, juste oui ou non. Non. Oui ou non? Oui ou non? Vraiment? Non, on ne peut pas répondre comme ça, c'est pas possible. Bah, si. Non. La question, c'est qu'il y a beaucoup de taux d'imposition, donc non sur le principe de rajouter des impositions. Par contre, oui sur faire un audit clair sur nos dépenses pour les orienter mieux. Bien sûr. Gilles Maintré. Oui, engagement ferme. Absolument pas de croissance de la fiscalité au niveau européen. Et même l'inverse. On va proposer que l'Union européenne puisse compenser des baisses d'impôts dans les différents pays européens, parce que l'IRA américain dont on parlait est efficace, parce qu'il est très simple. C'est du crédit d'impôt, mais j'ai déjà dit oui. J'ai dit oui, c'est du crédit d'impôt, et donc il faut être capable d'avoir un mécanisme de crédit d'impôt souple au niveau de chacun des pays européens. Marion Maréchal. Oui, je m'opposerai à la création d'impôts européens qui s'ajouteraient à la fiscalité européenne, française, déjà beaucoup trop lourde. Voilà, parfait. Samia Jaber. Mon entreprise paie 40% d'impôts, General Electric est à 8%. Vous comprenez ce que je veux faire? Baisser les impôts des petites PME et bien sûr augmenter ceux qui aujourd'hui font de la défiscalisation, donc de l'optimisation à ne pas créer d'impôts. François-Xavier Bellamy. Oui, bien sûr, on combat déjà, il faut regarder ce qui s'est fait pendant les années passées, et on combat déjà la création d'impôts européens, je pense que c'est fondamental. Dans le dérapage budgétaire que la France connaît aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'assumer qu'on ne se sortira de la crise qu'en baissant les dépenses publiques et pas en allant chercher encore plus dans les ressources des Français, de leurs entreprises et des particuliers. Jordan Bardella. Je veux soigner la France de cette maladie des taxes, donc non à un nouvel impôt français comme européen. Alors, merci infiniment à tous.
Je voulais vous dire que j'ai été impressionnée parce que j'ai trouvé dans les réponses de chacun d'entre vous, y compris de ceux dont je ne partage pas forcément les idées, des éléments intéressants. J'ai trouvé une véritable volonté d'agir. Je vous en remercie infiniment. Et je voulais juste vous donner une idée. Puisque nous avons en France la fête des entreprises pour la 22e année qui s'appelle J'aime ma boîte, je suggère une fête des entreprises européennes dès que vous serez élu. J'arrive. Tout le monde est passé? Merci à vous. Oui, bien sûr. Monsieur.